il y a une vie qui est possible sans le tracking des calories et qui est même meilleure, tu vois. La famille, j'espère que ça va. Aujourd'hui, vous n'avez pas un, mais deux Samy sur Podium parce qu'on reçoit Samy BBN, l'influenceur athlète qui partage ses méthodes de muscu et de nutrition sur Internet. Je suis arrivé en Thaïlande, au bout de 4 semaines, j'ai fondu. Il a fait de son corps un peu son laboratoire pour arriver à une manière optimale de s'entraîner pour lui qui partage sur Internet. Et en fait, le sprint, c'est aussi une fontaine de jouvence. Ok. Alors, d'un point de vue hormonal, ça active la testostérone. Pourquoi le durian c'est stylé ? C'est l'un des seuls fruits qui est riche en acides gras saturés. J'ai découvert que quand je faisais mes séances, ça m'apportait une énergie de malade. Ouais. Après, tu connais Podium, c'est l'occasion pour moi de rencontrer des gens cool. Samy, ça fait des années que je le suivais, donc on arrive carrément à partager des traumas en fait. Moi, ça m'a traumatisé, le judo, ouais. Ah ouais ? Ouais, à cause de... C'était pas le sport en lui-même, parce que j'étais très très fort au judo. C'était les... Bref, on a trop rigolé, il m'a appris plein de trucs, musculation, nutrition, bien-être, c'était hyper intéressant. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que vous allez kiffer autant que j'ai kiffé. Voilà, bye. Samy, je peux te dire officiellement, bienvenue chez moi. Merci Samy. Et bienvenue sur Podium. Je te remercie. Alors, bonjour tout le monde, je vous présente la personne qu'on me partage beaucoup sur Instagram. Et les gens arrêtent pas de me dire, si t'étais plus stock, ça serait toi. Parce qu'on a le même prénom. On a le prénom et quasiment... Les gens me partagent des reels. Et quasiment le disent, même nom, ouais. Si t'étais plus stock, ça serait le même. Super, merci les gars. Merci beaucoup. Bon, le chat, ceux qui sont là en live, j'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre en live. Ceux qui écoutent en différé, on espère que vous allez kiffer l'épisode. Vous savez que Podium, c'est mon occasion à moi de rencontrer des gens intéressants qui me font kiffer, que ça soit sur Internet, qui touchent plus ou moins au monde du sport. Samy, il coche les cases. Je le suis depuis bien 2 ans, je pense. Quand t'avais déjà commencé à poster des programmes sur Internet où tu accompagnais des gens. T'avais déjà bougé en Asie. Et on a commencé à discuter comme ça. Et c'est dur de t'avoir à Paris, toi. Ah, je suis pas là très souvent. C'est dur de t'avoir à Paris. Mais je suis chaud qu'on commence par là. Okay. T'as commencé à goûter quand à bouger en Asie et bosser en Asie ? Ça va faire quoi ? Ça va faire 2 ans et demi. Okay. Ouais, 2 ans et demi que je suis parti officiellement en Thaïlande. Okay. En fait, j'ai découvert la Thaïlande il y a 3 ans. Et après, je suis rentré en France. Et tout mon objectif de vie, ça a été de trouver un moyen de vivre en Thaïlande. Et d'avoir un business qui me permet de vivre en Thaïlande. Et maintenant, ça fait officiellement depuis 1 semaine que j'ai le visa pour vivre en Thaïlande de longue durée. Okay. Et donc là, je retourne en Thaïlande pour une longue période. C'est moins dur que l'Australie, parce que j'ai plein de potes qui font l'Australie. C'est dur d'avoir un visa long terme en Thaïlande ? Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai eu du premier coup. Ok. Mais je sais qu'ils sont assez relous et ça nécessite quand même de remplir pas mal de cases. Ok. Moi, j'ai eu de la chance. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui galèrent, qui veulent partir et qui galèrent à l'avoir. Ok. Mais une fois que tu l'as, t'as la stabilité pour 5 ans. Ouais, je vois. Il y a des gens qui me disent attention, le volume est très bas, je vais réaugmenter, j'avais baissé tout à l'heure. Et tu vois, il commence déjà à me gazer dans le chat, il est plus baraque qu'il y a 30 minutes le Samy, tu vois, ça commence à vouloir me faire. Il y a un M en plus. Aussi, il y a un M en plus, donc ça rajoute un tour de bras. Toi, j'aime bien poser cette question, quand est-ce que je suis arrivé sur ton radar, sur Internet, t'as vu un truc passer, c'est quoi ton premier souvenir où t'as dû me voir passer ? Je pense que c'était il y a 2 ans, quand tu m'as vu passer, tu m'as envoyé un message. Ouais, je t'ai DM direct. Tu m'as DM direct. Et après, du coup, j'ai vu ce que tu faisais et je me suis dit, ok, le mec est chaud. Ah, c'est gentil. Le mec est chaud. C'est gentil. En fait, je trouve que ce que tu fais, c'est hyper pro. C'est vraiment quali. Enfin, je trouve. Et en fait, moi, j'admire les gens qui sont à l'aise devant la caméra. Moi, je sais que quand je fais des réels, tu verras, il y a toujours un peu le même pattern où je fais en sorte, je me cache un peu, tu vois. Tu sais, je fais des montages, je fais des voix off. Et moi, j'admire les gens qui ont cette spontanéité, qui sont à l'aise avec les gens, qui savent mettre à l'aise. Et toi, tu sais très bien le faire, donc c'est incroyable, c'est magnifique. Et c'est pour ça que tu peux accueillir des gens dans ces dispositions, tu vois. Bah, écoute, merci. Et ouais, du coup, c'était il y a 2 ans. Et du coup, j'ai suivi un peu de loin ce que tu faisais. Ok. Merci beaucoup, je te rassure, c'est pas naturel pour moi non plus. Même quand je suis en tournage sur la caméra et que je parle en public, c'est pas naturel. Mais des fois, je me rappelle que je suis payé pour ça, donc mais tu sais, des fois, il suffit juste de ça. Je me dis, tu vois, je suis sur des tournages, j'arrive pas à sortir la phrase et je me dis bêtement, va chercher ton cash. Va chercher ton cash, c'est bon là, arrête de bégayer, va chercher ton cash. Je me dis, tu pourrais bosser à l'usine là, alors arrête d'être gêné, tu pourrais être en train de bosser à l'usine, tu vois. Je pense que je vais me le tatouer ça. Tu pourrais bosser à l'usine, ça c'est vrai que c'est pas quand mal. t'as un petit coup de mou, ah oui, c'est vrai. Exactement. Moi, si ma daronne un jour accepte que je me tatoue, je tatouerai, tu pourrais être à l'usine. Et donc, vas-y, raconte-moi, c'est quoi les kiffs de vivre en Thaïlande ? Pourquoi qu'est-ce qui t'a fait et pourquoi t'as choisi la Thaïlande en particulier ? Parce qu'il y a plein d'autres trucs. Moi, j'ai fait les Philippines, je me suis éclaté aux Philippines. Ok.
Toi, t'as fait Bali, par exemple. Moi, j'ai fait Bali. Je me suis pas éclaté à Bali. Ouais, Par mais contre, t'es un des seuls. Bienvenue dans ce podcast. Je vous présente un des seuls Français qui ne s'est pas éclaté de malade à Bali. Ouais. Ok, bah je vais commencer par la question. On commence par bitcher sur Bali ou pas? Non, par la Thaïlande, et après on va bitcher Ok, sur Bali. vas-y. Alors moi, comme je t'ai dit, j'ai découvert la Thaïlande pour la première fois il y a 3 ans. Et à l'époque, je faisais rien sur Internet. J'étais parti après un burn-out professionnel. J'étais chef de projet informatique dans une ancienne vie. Et donc t'as fait quoi comme... Là, on va bifurquer. Ok. École de commerce et tout? Pas du tout. T'as fait quoi? Moi, j'ai École fait d'ingé? Même pas. Moi, j'ai fait la fac. Chef de projet, d'accord. Je fais fac d'économie. Et je me suis spécialisé en M2, me demande pas pourquoi, Ok. en gestion de projet informatique. Ok. En fait, le pourquoi, c'est parce que sinon je savais que j'allais tout droit au chômage. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire un truc qui donne du taf facile, ouais. Exactement. Et sauf que je déteste l'informatique, je déteste tout ce qui touche aux ordinateurs. Ah, mais t'as vraiment pas choisi ton bon master. Exactement. Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai suivi l'oseille en fait. Ouais, voilà. Il faut pas faire ça. Il faut suivre son cœur, faut suivre ce que t'as envie de faire. Tu bossais à la Défense et tout ou... J'ai bossé à la Défense en tant que consultant et après j'ai bossé à la Croix-Rouge en tant que chef de projet. Et ça a duré pendant 4 ans cette période-là de travail de bureau, tu vois. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je faisais 1 an de taf. En fait, je craquais, burn-out. Ouais. Je partais au chômage pour essayer de trouver un taf, tu vois. Déjà pour récupérer psychologiquement et pour essayer de trouver un business, un truc qui va me permettre de sortir de cette situation. Et j'y arrivais pas. Et du coup, je revenais sur le marché de l'emploi. Et ça a duré pendant 4 ans jusqu'au jour où j'ai vraiment explosé, tu vois, mais la totale. Et là, je me suis dit, Samy, sors de cette boucle, va respirer et tu réfléchiras à ce que tu veux faire de ta vie. Et je suis parti en Thaïlande avec un ami. Et en fait, là-bas, je me dis déjà, ce genre de pays existe. Ouais. il y a des pays comme ça où, en fait, tu te sens bien. Ouais, et ce qui est incroyable, c'est que quand je suis arrivé en Thaïlande, j'étais très bouffi de stress, en fait, du cortisol. Et j'étais marqué, tu vois. Ok. Je faisais déjà beaucoup de sport, je mangeais bien, mais j'étais marqué, j'étais flotteux, j'étais gras. Et ça, en fait, c'était le cortisol. Je suis arrivé en Thaïlande, au bout de 4 semaines, ton corps a changé fondu. Alors que t'as pas forcément changé ton workout, ta nutrition, j'ai pas changé etc. mon workout, ma nutrition, ça a pas beaucoup changé. Enfin, je me suis un peu adapté à ce qu'il y avait sur place. Tu manges ce qu'il y a, ouais. Mais c'était essentiellement le stress en fait qui a quitté mon corps. Ok. Et en fait, je me suis dit déjà que j'adore ce pays parce que c'est un pays qui fait vraiment bon vivre, les gens sont cool, il y a tout. Et surtout, c'est un pays où je sais pas, je me sens bien, tu vois. Et je pense que c'est hyper important pour progresser dans la vie d'être dans un environnement qui te permette de libérer ton potentiel. Tu vois, moi, l'image que j'ai en tête, c'est si t'es un singe, on va pas te mettre dans l'eau, tu vois. Enfin, même si l'eau, c'est un super environnement, je vois. C'est pas là-dedans que tu vas pouvoir exceller. Ok. Et donc, moi, mon environnement, je pense que c'est plutôt ce genre de truc. Tu t'es senti bien là-bas. Après tes 4 semaines, tu fais ta purge un petit peu. Exactement. Ok. Et après, du coup, tout l'enjeu, c'était de trouver une façon de pouvoir y retourner, de surtout sortir de cette vie à Paris que j'aimais pas, de chef de projet. Ok. Et en fait, c'est en rentrant en France que j'ai commencé à poster du contenu sur Instagram. Pourquoi ? Enfin, même pas sur TikTok, parce que je connaissais personne sur TikTok et j'avais honte de poster sur Instagram. Ouais, bah, classique, hein. Classique. Et du coup, j'ai posté sur TikTok. Je connaissais rien à TikTok, j'avais pas de compte, j'ai installé. Et au bout de 1 mois et demi, j'ai eu 10 000 abonnés. Et je me suis dit, ok, là, il y a un truc à faire. C'est quoi tes premiers trucs qui marchent bien au tout début ? C'est des entraînements à Basic Fit. Ok, d'accord. Vraiment, en fait, vu que je n'utilisais pas TikTok, je consomme pas de réseaux sociaux, je consomme rien, tu vois. Et d'autant plus TikTok. Et du coup, je suis arrivé, j'ai posté mes trucs sans savoir c'était quoi les codes qu'il fallait faire, c'était quoi les bons leviers. Et j'ai juste posté. En plus, je mettais torse-poil à Basic Fit, que t'as pas le droit de faire, tu vois. C'est pas du tout les codes en France. Pas du tout les codes en France. Mais je revenais de Thaïlande, j'étais bronzé, j'étais blond. Je me suis dit, vas-y, on ça va, on envoie. Tu vois. Et du coup, j'ai commencé à poster, ça a vite pris. Mais je pense que c'est parce que mes entraînements, je faisais beaucoup d'entraînements assez athlétiques. Et je pense qu'il n'y avait pas trop ça sur TikTok ou peut-être sur les réseaux en général. Et ça a assez vite pris. Et à ce moment-là, alors quand toi t'as commencé, même il y a 3 ans, l'Irox ça n'existe pas. Le concept de hybride athlète ça n'existe pas sur internet. Pas trop. C'était la muscu. À ce moment-là, c'était la muscu. Le running n'était même pas stylé. C'était pas stylé. La course n'était pas stylée. Donc je pense qu'en effet, oui, quand tu postes ça, rien que visuellement, tu fais des trucs qui sont différents. Pour vous donner le contexte à ceux qui écoutent, tu sautes. Dans tes workouts, ce que tu montes, c'est tu sautes, tu soulèves des charges lourdes, mais rapidement. Voilà, donc il y a tout ça. Et donc, c'est les premiers trucs qui marchent sur les réseaux. Exactement, c'est les premiers trucs qui marchent.
Et vu que j'étais dans une phase où je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, et je voyais qu'il y avait une opportunité là avec l'entraînement, sachant que ça a toujours été ma passion, je me suis dit, bah, Samy, all-in. All-in. Et du coup, j'ai créé mes premiers programmes. Ok. Et en l'espace de 6 mois, j'ai créé mes premiers programmes et je suis parti en Thaïlande en septembre. Donc, en gros, la timeline, c'est en mars, je lance TikTok. En septembre, je pars en Thaïlande. En septembre, t'es parti. Ok. Donc de mars à septembre, tu filmes dans les Basic Fit, dans les Basic Fit, je crée mes premiers programmes et c'est hyper instable au début. Bien sûr. Il y avait un peu cette petite hype, mais c'était pas du tout solide. C'est-à-dire que j'avais pas encore de clients, mais je me suis dit, il faut all-in, sinon j'allais retourner. Sinon, t'allais retourner dans un taf et t'aurais pas j'allais refaire mon CV avec un trou en plus de 6 mois. T'imagines comment c'est instable cette vie, parce qu'il y a un univers où Samy, toi, pendant ton all-in, bah, imaginons, il y a 4 vidéos qui prennent pas. Il y a moyen que tu reprends un taf. Tu vois, il y a moyen, sur ta réussite, t'es à 4 ou 5 vidéos qui prennent pas, de pas avoir le même nombre d'audience, de pas avoir le même nombre de trucs, et tu reprends une vie normale. Non, mais il y a eu des phases où, après être retourné en Asie, les premiers mois, genre septembre-octobre, il y avait encore cette vague un petit peu TikTok, mais après ça s'est effondré. Mais je vendais plus de programmes, parce que moi je fais pas de coaching, tu vois, je vends que des programmes sur Internet. Et du coup, je vendais plus de programmes, et je me suis retrouvé, j'étais au Cambodge, le compte à 0, j'étais avec ma meuf, et on disait, ok, là c'est chaud. Et donc j'étais à peut-être 2 mois de rentrer en France. Et TikTok, ça marchait plus. Tu dis quoi donc t'as eu cette première vague, t'es un peu en galère. Tu dis quoi à ta meuf quand il n'y a pas de programme qui se vendent, t'es à l'autre bout du monde, qu'est-ce que tu lui dis? Tu regardes ton bras, genre... et il y a écrit tu pourrais être à l'usine. Non, et en fait, il faut avoir foi en soi. Moi, j'avais foi. Tu sais, je crois beaucoup en la manifestation. Et je me dis, je l'ai fait une fois, ça a fonctionné. Là, aujourd'hui, je connais plus de choses. J'ai un meilleur physique, un meilleur entraînement que quand ça a pété. Il suffit juste que je retrouve la bonne dynamique et ça va repartir. Et du coup, je suis reparti en Thaïlande. Ça, c'était en décembre. Et c'est en Thaïlande que c'est revenu, tu vois. C'est-à-dire que quand j'étais genre au Cambodge, j'ai fait aussi un peu je fais Cambodge, Vietnam, ça marchait pas trop. C'est l'environnement était pas bon. Je suis reparti en décembre pour me refaire, et là c'est reparti. Ouais, c'est ta safe place. C'est ma safe place. C'est vraiment ta safe place. Ok. Je te propose un truc. J'ai oublié de faire mes stories en début de podcast, donc Samy du montage, tu vas couper cette partie. Je vais faire ma story pour lancer le podcast, moi, parce que je l'ai pas fait. Il y a Hakim dans le chat qui dit, c'est une dinguerie, j'ai découvert son compte ce matin et le voilà chez Samy. Écoute, c'est la magie de l'algorithme. C'est ça, Hakim. C'est le destin. Et les gens en live, je vous le dis, on va être ensemble, on va parler muscu, on va parler nutrition. C'est une première dans Podium. C'est le premier guest avec qui je vais faire une séance après. T'imagines? J'ai eu des joueurs NBA, j'ai proposé des baskets, ils ont pas dit oui. Donc ça fait plaisir qu'on fasse ça. Je vais balancer ma petite story, comme ça il y aura du monde qui va venir. Je suis sûr qu'il y a des gens qui te connaissent. C'est mon meilleur pote qui est très très fort en muscu. Je lui ai dit ce matin, il passe à la maison, il a fait putain t'es trop chaud là. Donc non, c'est cool. C'est plaisir. C'est cool. Je vais balancer la story vite fait. Les gens dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez vos... Je trouve que Samy il a un profil vraiment atypique et il peut nous apporter pas mal de choses. Si vous avez des questions sur vos besoins, j'en ai une en tête, mais je vais attendre de faire ma story tout de suite. Alors hop là, comme ça, c'est parti. On est en live avec Samy juste là. Donc on a exactement 2 Samy qui sont là. Un qui est très stock, qui va vous apprendre plein de choses sur la muscu et la nutrition. Et moi qui va poser des questions. Ah, et l'autre qui a des boucles d'oreilles. Allez, venez, on est en live. Cliquez juste là. Hop là, je vais balancer ça. Tiens, en attendant, parle au chat, c'est ton moment. Raconte-leur ta vie pendant les 15 prochaines secondes. Allez hop. Ok. C'est ton moment. Alors, déjà, sachez que c'est mon premier live et mon premier podcast. Donc, soyez hyper indulgents. Je vais faire ce que je peux pour répondre, pour bien articuler, pour répondre au maximum à vos questions. Et que vous vous fassiez pas chier. On est quel jour? On est jeudi, parce que je suis encore un peu jet lag. Je suis rentré il y a 5 jours. Je suis rentré dimanche dernier et j'essaye de pas me recaler sur les horaires français parce que je repars dans 5 jours. Mais en tout cas, ça fait hyper plaisir d'être là. Si vous avez des questions, surtout les gars, n'hésitez pas. Ça peut partir en free consultation sans souci. Il fait des grandes masterclass, des grands séminaires en ligne, une fois tous les 3 mois à peu près. À peu près, ouais. À peu près. Là, vous en avez un gratos maintenant. Prenez-le, profitez-en. Et n'hésitez pas à poser des questions le temps que je poste ma story et puis on repart sur le podcast.
en live entre deux Samy et entre parenthèses et Samy et je mets mon lien. Là. Je sais si ça t'intéresse de partager la story, tu peux. Si Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Samy explique. Comme ça, ta commu, elle peut te parler un peu. Clique ici. Ils font quoi les gens un jeudi à 15h? Ils sont au écoute, boulot, je suis non? étonné. Des fois, ils sont présents. Ouais. Pour voir le live. Hop là. Nous, on fait les bons plans pour un appart de fou à BKK. Alors, les bons plans, c'est pas sur Airbnb. Ouais, et ben, je suis typiquement dedans. Là, je retourne à Bangkok. J'ai fait 3 mois au début de l'année en Airbnb et c'est pas du tout intéressant. Enfin, c'est super cher. Et après, si tu fais des bons plans, il faut aller sur les groupes Facebook. Moi, je joue Facebook que pour ce genre de choses. Je sais pas s'il y a encore des gens qui vont sur Facebook. Facebook, ça reste encore clutch pour les anniversaires. J'ai pas encore trouvé une autre appli qui te donne l'information de c'est l'anniversaire de lui. Ouais, tu vois. C'est quand même ouf la chute de la place. L'utilisation que ça a pour moi, en effet. Ouais. Et ouais, les groupes Facebook, c'est le plus intéressant, surtout pour les longues durées. Pour les courtes durées, ils sont un peu... C'est compliqué de louer pour genre moins d'1 mois ou même moins de 3 mois à Bangkok. Il vaut mieux passer sur un Airbnb. Mais pour des longues durées, c'est les groupes Facebook et aussi pas mal les groupes sur WhatsApp de Français, par exemple. Moi, je suis sur des groupes de e-commerce français à Bangkok ou ce genre de choses. Et c'est comme ça que tu trouves les bons plans, ouais. Okay. En vrai, c'était quand j'avais déménagé à Dubaï, on pourra en parler de ça, sacré échec dans ma vie. Les influenceurs qui vont à Dubaï, gros échec. Pareil, c'est les groupes Facebook les meilleurs trucs. Il y a une grosse communauté de Français à Bangkok du coup. Ouais. Est-ce que tu te mêles j'ai pas l'impression que tu te mêles non plus à une communauté de Français, toi. Tu vis ta life, j'ai l'impression. Je suis assez solitaire. Je me considère un peu comme un loup solitaire. Mais... Bienvenue dans le podcast des Samy solitaires parce que tu peux le voir, c'est ma life. Hein. C'est ça. Bon, c'est à peu près la même life. Hein. Et non, je suis assez solitaire. Après, j'ai quand même des potes. Je dis ça, mais j'ai toujours des potes qui sont sur place. Donc, je suis toujours avec des gens. Mais je vais pas trop dans les events, dans les trucs communautaires. Déjà, je suis pas un gars très communautaire, tu vois. Toi et moi, en événement influence à Paris, on serait des grosses tâches parce que j'y arrive pas non plus. Hein. Ah non, mais je sais pas faire. Quand on réunit, je vous le dis, quand on réunit une trentaine, cinquantaine d'influenceurs dans une salle, j'arrive, je suis comme ça. Salut, salut. Et il y en a un qui ose me dire salut, t'as combien d'abonnés, qu'est-ce que tu fais? Ah non, je pars en cours. C'est pour ça que moi je me considère pas du tout comme un influenceur. Je suis un gars qui fait du sport, qui aime bien partager ça, et il s'avère qu'il y a des gens qui me suivent, tu vois. Mais je suis très mauvais influenceur. Je suis incapable de te faire un placement produit, tu vois. C'est très possible que je sois aussi un mauvais influenceur, mais je trouve qu'on s'en sort tous les deux pas trop mal pour les mauvais influenceurs qu'on est. Je pense parce qu'on est passionné. Toi, t'es passionné par ce que tu fais. Moi, je kiffe raconter des histoires, vraiment, je kiffe ça. Et je pense qu'il y a une différence entre ça, où t'es passionné par ton truc, t'es un créateur de contenu, tu vois, et influenceur. Et tu vois, justement, quand j'étais à Bali, j'ai rencontré des gens qui veulent être influenceurs, et tu leur dis, moi, je leur demande, tu fais quoi? Je sais pas trop. Quand il te répond lifestyle content et juste ça, exactement. C'est un peu vide. Ouais, genre, tu vois, est-ce que c'est ta passion ou c'est je vois que t'aimes beaucoup les matchas, mais oui, voilà. Tu vois, c'est pas. Est-ce que t'aimes le matcha parce que tu le vois sur Insta ou est-ce que t'aimes le matcha? Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Tu vois, genre, commence par trouver un truc qui te passionne, deviens bon dedans, essaie d'être le meilleur dedans pour partager ton truc aux gens. Et c'est comme ça que les gens te suivront, tu vois. C'est pas genre, je veux devenir influenceur et je surfe un peu sur les trucs un peu tendance, tu vois. Tu vois, mon chat veut m'éteindre. Haha, t'inquiète que Samy, il est fort en placement de produits. Gros emoji. Tiens, question encore sur Bangkok, comme ça on reste dans ce terme. C'est toujours la réalité qu'à Bangkok, à presque que dalle, t'as un appart de malade, piscine, salle de sport et tout, ou c'est plus trop vrai? Je pense que les prix ont vachement augmenté. Moi, ça fait... ils ont 2-3 ans que je connais Bangkok. Et là, par exemple, disons pour, je sais pas, il fait quoi, quelle date on appart, tu vois, peut-être 60 mètres carrés. Tu sais que c'est un running gag dans le chat. Tout le monde dit que j'ai un manoir et tout. Vraiment. Du coup, j'ai vu un valet devant quand même. Enfin, regarde dans le chat. Ils sont morts de rire parce que c'est un running gag. Des fois, je dis attendez les gars, je dois aller chercher un truc. Je reviens pas 5 minutes. Il fait un plomb. Je pense que pour un appart comme ça, tu vois, tu payes quelque chose comme 800-900 euros par mois. D'accord. Donc je sais pas dans quelle mesure c'est
c'est pas peu cher. Ouais. Tu vois, les gens peut-être qu'ils ont en tête qu'ils On partent a en Thaïlande avec l'Eldorado 500 euros ouais. et ils vont vivre comme des rois. C'est pas le cas, ou c'est plus le cas, et surtout pas à Bangkok. Il faut un peu plus d'oseille, mais dans les grandes villes, tu peux quand même toujours te débrouiller pour vivre pour pas trop cher. Alors que j'ai vécu à Phuket ou sur des îles, et là, tout est cher. Ah ouais? Il y a beaucoup moins de concurrence. Il y a du tourisme. Les gens ils viennent, ils claquent de l'oseille, ils sont en vacances. Tout est très très cher. À Bangkok, tu peux trouver des trucs intéressants. Ok, d'accord. On va pouvoir redémarrer. J'ai pu poster mes stories tranquillement. Je te laisse reposter si t'es ok. T'es pas sous iPhone. Attends, c'est le moment bullying Apple. C'est le moment bullying Apple. T'es pas sous iPhone, toi? J'ai les deux. T'as les deux? Ouais. Ok. J'ai un iPhone. Après, c'est un vieux, c'est un 14 Pro. Ouais. J'ai comme ça. Et j'ai acheté celui-ci, c'est un Xiaomi 15 Ultra. Et tu t'éclates avec? Je l'ai pris pour faire des vidéos. Et pour les vidéos, il est vraiment très très bon. Et sinon, t'as un DJI Osmo, non? Je l'ai perdu. J'ai perdu. J'avais le Osmo Pocket, je l'ai cassé. Et j'ai acheté une DJI un peu comme la GoPro, tu vois. Je l'ai perdu. Donc j'ai arrêté. T'as arrêté, ça y est. Voilà, j'ai mon téléphone. T'as pas menti quand tu disais que t'es pas un bon influenceur. C'est bon, j'ai arrêté les caméras. J'ai arrêté les caméras. Du coup, au moins mon téléphone il est tout le temps sur moi. Au moins c'est facile. C'est facile. Et j'ai aussi un appareil photo comme toi là. Mais c'est un peu relou de l'amener à la salle. C'est relou de l'amener à la salle. En plus, tu vois, j'ai acheté une bête de machine. Mais je sais pas l'utiliser. Déjà, je sais pas l'utiliser. Et en plus, c'est compliqué le setup. Oui, parce que dès que tu veux l'amener à la salle, c'est un vrai trépied que t'amènes. C'est pas un petit trépied. Et la discrétion, c'est pas fou. Et tu vois, après, t'as pas mal de gens qui sont assez mal à l'aise déjà quand tu sors et que tu poses ton téléphone pour filmer. Alors là, si t'amènes une vraie caméra. C'est lumière et tout. Non, j'imagine bien. J'ai plein de sujets vers lesquels je veux aller. Ça me fait plaisir qu'on puisse se rencontrer officiellement. Les gens dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions. Non, mais t'inquiète, y a pas de galère. Je te laisse reposter la story tranquille et je peux démarrer avec. Est-ce qu'on peut démarrer avec le. Est-ce qu'on peut démarrer avec l'arc bitché sur Bali? Parce que t'as quand même le monopole. Enfin, non, t'as pas le monopole de ça. Genre, j'ai entendu des gars qui ont pas trop aimé Bali, mais c'est rare quand même. Pourquoi t'as pas aimé Bali? Je pense que j'ai pas aimé. Ça dépend de ce que les gens cherchent. Moi, quand je suis parti à Bali, le contexte, c'est que je suis parti en Indonésie pour faire ma demande de visa pour la Thaïlande. Et il fallait que je sois en dehors du pays pour pouvoir faire ma demande. Et je savais pas combien de temps ça allait durer. Ça peut durer parfois 5 jours et tu reçois ton visa. T'as des gens, ça dure 40 jours, il manque des papiers, enfin ça peut traîner. Et je me suis dit, va en Indonésie, tu vas découvrir. Et surtout Bali, tout le monde te parle de Bali. Et en fait, arrivé là-bas, ça correspondait pas à moi, le mode de vie que j'aime avoir. C'est-à-dire que je marche beaucoup. Je suis un stepper fou. J'adore me balader dans Bangkok. Vraiment passer mes journées à me balader. Dès que je trouve un endroit sympa, un café sympa, j'y vais, je me pose. Tu marches quoi. Je marche, je vis, tu vois, et je pense que ça vient aussi de Paris, tu vois. À Paris, tu marches, et à Bangkok, à Bali, qu'est-ce que j'ai fait à Bali? Parce que c'est quand même grand, et quand tu dis Bali, les gens ils sont mais t'as fait que cette partie-là. Oui. Bon, ce que j'ai fait à Bali, bien sûr. C'était extrêmement compliqué de se déplacer. Il faut aller d'un point A à un point B. C'est en scooter. Dis-toi, le premier jour, je me réveille, je me dis je vais aller à la salle. Je vais à la salle, je me dis je vais aller à pied. Tu le vois sur Google Maps, tu dis que c'est pas loin? En fait, ça allait, tu vois, c'était genre peut-être à 25 minutes. J'y vais, j'essaye d'éviter la grande avenue parce que en fait, t'as pas la place pour marcher, t'as des camions qui passent, donc c'est dangereux. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre cette voie-là, c'est un petit chemin de traverse. J'arrive, je me fais accueillir par un gang de chiens. Ils me poursuivent. Du coup, je me défends avec un bâton. Du coup, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas un environnement pour marcher, tu vois. Ouais, je vois. Donc, il y a ça qui m'a un peu gêné. Et ensuite, je pense il y a aussi un truc, mais c'est très personnel. J'ai l'impression qu'à Bali, les gens ont un peu le syndrome du personnage principal. Tu vois. Et tout le monde est là pour... Enfin, pas tout le monde, mais une grande partie des gens en tout cas que j'ai rencontrés. Alors, si c'est des Occidentaux, c'est des entrepreneurs, forcément. Voilà, c'est des entrepreneurs. Et ils sont un peu... J'ai envie de dire ça, mais un peu dans la performance. Tu vois. Alors que dans les grandes villes, les gens, ils s'en foutent. Ils vivent leur vie. Personne se calcule. Et moi, j'aime bien ça, être noyé dans le... Attends, j'ai perdu une caméra. C'est la tienne. Vas-y, attends, je vais la réactiver. J'arrive. C'est les aléas du live. Mais pourquoi j'ai perdu celle-là? Normalement, elle est full chargée. Je vais la changer vite fait. Hop là, ça repart. Le podcast, je vais pas couper cette partie, je vous préviens. Allez, hop. Normalement, elle repart. C'est bon, t'es avec nous. Nickel. Okay. Donc tu me disais, les gens sont un peu dans la performance. Ouais, et tu vois, par exemple, je l'ai senti en allant à la salle, les
personnes qui viennent me parler ou à qui je vais parler, les premières questions qui arrivent, c'est tu fais quoi? Je suis créateur de contenu, viens on fait une collab. Tu sais même pas mon prénom. Même pas, tu connais même pas mon prénom. J'ai l'impression que c'est très Los Angeles un peu dans le délire. Ouais, Los Angeles peut-être. En tout cas, l'image que j'ai de Los Angeles. Et en fait, moi j'aime bien les vraies relations humaines authentiques. Et toutes les interactions que j'ai eues dans les environnements que je fréquente, tu vois, la salle ou les cafés et tout, c'était très vite intéressé. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu saoulé, tu vois. Du coup, c'est exactement comme ça que je l'ai abordé sur Insta. J'ai dit salut, on fait un podcast. Mais en même temps, aussi, t'es là 5 jours à Paris. C'est pas facile. Je te dis tout de suite, on fait un podcast. Mais ouais, j'ai le même feeling de Los Angeles et c'est à peu près le même truc. Tout le monde essaie de créer, tout le monde essaie d'être sur Internet et c'est tout de suite viens en collab, C'est ça. Ouais. Et du coup, ça m'a pas trop plu. Et du coup, par contre, je suis parti ensuite à Lombok, qui est une île à 25 minutes d'avion. Parce que je trouvais pas de ferry pour y aller, bref. Et en tout cas, c'est juste à côté. Et par contre, Lombok, incroyable. Ouais, vraiment. Genre déjà, les plages sont ouf, les routes sont magnifiques. Et ça reste Indonésie, donc les gens sont hyper gentils. Et il y a moins cette vibe Bali, tu vois. Shout out à Léo Sartel, un copain du foot américain, qui est allé aussi à Lombok. Il a dit tu vas pas à Bali, ne va pas sur l'île, va à Lombok, c'est un truc de ouf. Et ça va, tu t'es éclaté aussi là-bas? J'ai adoré. Ok, franchement, j'ai adoré. Et je pense que c'est la seule partie où je me dirais je peux vivre quelques mois là-bas, tu vois, en dehors de la Thaïlande. C'est où les salles les plus stylées? C'est la Thaïlande ou Bali? Parce que Bali, ils envoient quand même. Je pense que Bali, sur Internet. Je pense que Bali, ils envoient. Mais en Thaïlande, ils se défendent plutôt pas mal, tu vois. Genre à Bangkok, c'est cher. Les salles sont chères à Bangkok. Mais, ça veut dire quoi, cher? Une bonne salle, tu l'as pour 70 balles par mois. Ah oui, quand même. En fait, j'ai pas trouvé l'équivalent. Équivalent Fitness Park Basifit ou franchement pas trop loin. Genre, donc c'est un bon fitness park. Une bonne salle commerciale, quoi. Ouais. Ok. Et c'est assez cher. Okay, et après, ça peut très vite monter sur une très bonne salle à 150 €, mais à l'aise. Ah ouais, à l'aise, tu vois. Donc c'est assez surprenant. Ok. Ouais, c'est cher. C'est quoi ces prix de zinzin? Eh oui, les gens vous choquent. On est là pour vous choquer un petit peu, c'est normal. T'as touché un sujet très intéressant au tout début. Après, on va pouvoir parler de tout le reste. Comment je baisse mon cortisol, moi, sans aller en Thaïlande sur une magnifique plage? Parce que je kiffe ma vie, je kiffe mon taf. Mais déjà, je pense hyper bien. Déjà, c'est une bonne chose. Mais je pense que je pourrais quand même baisser mon cortisol, mais je ne sais pas comment. Alors, c'est quoi la clé, Samy, pour baisser son cortisol? Il y a plusieurs actions. Déjà, faut éviter ce qui va inutilement demander à ton corps d'activer ses hormones du stress. En fait, ton corps, il va activer les hormones du stress quand il est face à une demande énergétique qui surpasse ses ressources à l'instant T, tu vois. Par exemple, tu te fais arrêter par les keufs, tu vois les gyrophares dans ton rétro, là tu as un petit coup de stress. Surtout nous, on est rebeux et tout, c'est rebeux. Voilà, t'as ce petit coup de stress, mais t'as suffisamment, on va dire, de sucre dans le sang pour gérer ça, et après ça revient, tu vois. Mais par contre, si t'es constamment dans une situation où tu demandes beaucoup d'énergie à ton corps, de dépenses énergétiques, sans lui donner les ressources, par exemple, si tu fais excessivement de sport sans consommer suffisamment de calories, si tu sautes beaucoup de repas, si tu passes des longues journées, des longs moments sans manger, où ton corps il n'a pas justement de nutriments à disposition, et donc il va devoir activer ses hormones du stress pour avoir du sucre dans le sang, tu vois. En fait, c'est ce genre de mode de vie, de pratique de mode de vie qu'il faut éviter au maximum. Donc, par exemple, le jeûne, trop de sport, notamment vu qu'il y a le vent en poupe autour du running et tout, du cardio, mais c'est extrêmement stressant pour le corps. Ah ouais. Okay. Et il faut aussi voir que le stress est cumulatif. C'est comme un espèce de seau. Et que ton stress il provienne de ta meuf qui te gueule dessus ou de ton boss. Du sport, ou de l'alimentation, ça va tous dans le même bac. Donc, il faut arriver à essayer au maximum de limiter ces sources de stress qui sont évitables. Tu vois. Et voilà, on n'a pas toujours la possibilité de quitter ton taf et de partir en Thaïlande, mais tu peux éviter de te taper 12 heures de jeûne, ensuite aller te faire 1h30 de cardio, et ensuite de bouffer que du blanc de poulet. Tu vois. Enfin, c'est le genre de pratiques qui font que le stress, il est
sous the roof. Ça, c'est mon Samy 2019-2020, là. C'est Voilà, exact. jeûne intermittent Voilà. plus pas manger de sucre. Voilà. Ça, c'est moi. Ça, c'est stressant. Ouais. Et si à côté de ça, en plus, t'as un travail stressant ou autre, ça s'accumule, tu vois. Ouais. Donc il faut. C'est hyper intéressant cette partie. On va revenir sur le cortisol, mais en gros, j'étais ce profil. Ouais. J'étais le profil Beaucoup, hein. où j'ai fait jeûne intermittent, couper les carbs, Ouais. tout ça. Et ça a été utile à un moment. Mais c'est très vite, je suis arrivé à un plateau de non, Ouais. mon corps, tu es en train de le tirer Ouais. dessus. C'était bien, tu t'anéantis à les calories. à court terme, ça a des résultats, mais Mhm. sur le long terme, c'est le pire parce qu'après, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais souvent après les gens font le yo-yo. Après, il y a ces phases un peu de binge eating parce que t'as mis ton corps à rude épreuve pendant quelques temps et après, ça bouleverse toutes tes hormones et t'es là, tu te retrouves à bouffer des quantités énormes. Moi, c'était pas yo-yo, c'était plutôt j'ai fait un plateau très long de ma force. Il a fallu recréer. Oh, c'est mon livreur Amazon, il va attendre. Lui, il attendra. Du coup, voilà, j'ai eu un plateau de force très long parce que j'avais pas eu de source d'énergie pendant longtemps, quoi. C'est normal. Tu vois. Après, construire du muscle dans ce contexte-là, c'est impossible. Et surtout après, tu sais, les gens, ils ont tous les symptômes, des problèmes de digestion, un sommeil qui est éclaté, la peau qui devient pas bien, les cheveux qui deviennent pas bien. Et tout ça, c'est lié à un manque d'énergie, pas forcément de calories, mais vraiment un manque d'énergie. Et le stress, c'est un gros accélérateur qui te fait basculer dans ce mode-là, tu vois. Ok. Donc, vraiment, le cortisol, c'est aussi simple que ça, c'est lié au stress, point, c'est tout. Le cortisol, c'est une hormone du stress. Ok, C'est une hormone du stress, comme le glucagon ou l'adrénaline. Et c'est activé par le corps pour répondre à certains contextes de défaut d'énergie. Et oui, et du coup, c'est le stress, enfin en tout cas le cortisol pour une bonne composition corporelle, parce que je pense que c'est ce que tout le monde veut, tu vois, une bonne composition corporelle et une bonne santé, c'est ce qu'il y a de pire. Ok, d'accord. Et donc, tes conseils pour les personnes que tu coaches, c'est vraiment limiter ces trucs de stress. C'est quoi les trucs de stress qu'on peut couper le plus facilement parce qu'on peut pas quitter son taf? Ouais. Déjà, c'est la qualité de tes relations. Ah ouais? Ouais. C'est hyper important. Tu vois, si tu passes ton temps entouré de gens qui t'es pas bien, t'es pas heureux, ça peut être amoureux, amical. Moi, je suis devenu très radical là-dessus. Hein. Ah ouais? Ouais. Si tu augmentes mon cortisol, tu sors. Moi, j'ai décidé de prioriser mon bien-être et arrêter de me sacrifier pour les autres. Tu vois. Et c'est un peu quand je suis parti en Thaïlande et je me dis, je fais table rase. Et aujourd'hui, voilà, si t'es quelqu'un de positif qui m'apporte des choses et si j'essaie de t'apporter des choses, tu vois. Dans ce cas, c'est une relation qui te tire vers le haut, c'est très bien. Mais tu te rends compte en voyageant, en rencontrant des gens d'horizons différents, il y a beaucoup de personnes qui sont juste néfastes. Qui drainent. Et qui drainent. Ouais, qui drainent. Et donc, il n'y a aucune raison. On est 8 milliards sur Terre. T'as pas de raison de t'enquiquiner avec des gens qui te drainent et qui te tirent vers le bas. C'est important d'avoir des bonnes relations, par contre. On est des animaux sociaux, des êtres sociaux, et ça fait partie de l'équilibre d'avoir des relations de qualité. Mais tu peux les choisir. Et donc, tu peux choisir de quitter des gens. Personne t'en voudra. Enfin, c'est important de se prioriser. Donc, il y a ça. C'est pour ça que dans un break-up, il y en a toujours un qui devient un beau gosse après. Voilà, dans un break-up, il y en a un des deux qui devient beau gosse ensuite. Ouais, Remettez-vous en question. Si jamais. C'est toi qui glow down. Si jamais t'es pas plus beau gosse après un break-up, remets-toi en question. Souci, ouais. Okay. Donc, il faut vraiment voir les choses de façon holistique, globale. Tu vois. T'as les relations. T'as aussi le sport, doser le sport. Moi, je suis fan de sport, je fais beaucoup de sport, mais toujours dans la zone où je peux récupérer. Et je pense qu'il y a beaucoup, et surtout, c'est un truc que j'observe beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a une tendance mondiale au healthy, au sport. Tout le monde veut faire du sport, tout le monde se montre en train de faire du sport, mais il faut pas oublier que c'est stressant pour le corps. C'est stressant, ça demande des ressources, et si on demande trop de ressources alors que le corps ne les a pas via le sport, tu peux basculer dans ce trop. Tu vois. Je vois tellement sur internet de runners ou des potes runners. Alors la course c'est très bien, hein, c'est génial. Je m'y suis mis depuis quelques temps, mais à petite dose pour mon cœur et ça me fait beaucoup de bien. Je tiens à dire cette préface. Je vois tellement de copains runners où je me dis mais toi, si t'arrêtais 2 semaines,
Ouais. Je sais que ton corps, il te remercierait, tu vois. Oui, ouais. Parce que il y en a qui s'envoient des kilomètres, mais en masse de kilomètres sur des semaines. C'est ça, C'est trop intense pour leur corps, je pense. C'est ça. Et à court terme, il peut avoir des effets bénéfiques, tu vois, genre ils peuvent perdre du poids pour ceux qui veulent perdre du poids. Mais il faut toujours avoir une vision long terme, parce que c'est sur le long terme que tu vas pouvoir avoir une bonne composition corporelle et la maintenir, tu vois. On va dire que perdre du gras, perdre du poids pendant 2-3 mois, tout le monde peut le faire, mais maintenir une bonne composition corporelle et de la vitalité et de l'énergie et tout, une bonne gestion de la libido, c'est ça le goal, tu vois, c'est de tout avoir en même temps. Bah, si tu mets trop d'énergie dans le sport, ça va venir retirer un peu du budget sur tes autres postes, libido, digestion, cognition. Et du coup, ta qualité de vie diminue. Tu te le dis, toi, par exemple, ok, sur le taf, cette semaine, je sais que je dois sortir une formation, faire 3-4 calls importants, nanana. Je vais peut-être un peu baisser sur le sport ou... Ouais, bah, moi, je suis très à l'écoute. C'est-à-dire que je pense que j'ai aussi une bonne tolérance à l'effort, vu que j'en fais depuis pas mal d'années. Mais je suis très à l'écoute. Et par exemple, aujourd'hui, vu que j'ai fait 2 bonnes grosses séances hier, aujourd'hui, normalement, je devrais pas m'entraîner. Donc on va faire une petite séance bras, une petite séance ensemble. Un truc gentil. Très bien. Mais il faut être très sensible aux signaux du corps. Et en fait, le corps te parle. Enfin, il te parle comme il peut, tu vois, à travers la digestion, ton sommeil, même tes pensées, tu vois. Parfois, tu te rends compte que tes pensées, elles sont beaucoup moins abstraites que d'habitude. Enfin, tu deviens un peu con, en fait, tu vois. Ah ouais. Concrètement. Tu juges même la qualité de tes pensées. La qualité, tu dis, attends, je suis un peu dans le col. Tu sens que t'as pas tous tes neurones qui se connectent bien, tu vois. Et c'est parce que là, ton cerveau n'a juste pas l'énergie nécessaire, parce que cette énergie, elle a été drainée par ton WOD, tes 12 WOD que t'as fait sur 5 jours, tu vois. Et donc, c'est hyper important de maintenir le sport, parce que ça a beaucoup de bénéfices pour la construction musculaire, enfin pour plein de choses. Mais il faut doser. Vraiment, il faut doser et vraiment comprendre que la récupération est aussi importante que l'effort. Et là, tu as tous les bénéfices. Vas-y, moi, j'ai envie de plonger un peu profondément dans ce que tu partages. Je tiens à dire, t'es pas coach certifié, mais tu fais énormément de tests sur toi. J'ai l'impression que tu prends ton corps comme un laboratoire, vraiment. C'est ça que tu fais. Ouais, exactement. Et donc, sur les dernières années, si on te suit sur Insta, en fait, on grandit avec toi sur tes découvertes. Exactement. Parce que t'avais un moment où tu mangeais pas du tout certaines choses. Et là, aujourd'hui, quand je vois tes stories, je trouve que tes stories sont les plus impactantes aujourd'hui, parce qu'on voit les bouffes que tu t'envoies avant workout le matin. Et ça va complètement à l'inverse de ce qu'on voit sur plein d'autres comptes qui donnent des conseils traditionnels. Aujourd'hui, je vois en story, t'es en France, tu t'envoies 100 grammes de miel par jour. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. C'est énormément de glucides. Tu consommes énormément de glucides. Je consomme énormément de calories, déjà, en règle générale. Et aussi énormément de glucides. Et tu restes sec, six-pack, etc. Petite pause dans le podcast. Écoutez-moi bien, je vais commencer à vous embrouiller si vous vous abonnez pas. Il y a 80% des viewers de Podium qui sont pas abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Spotify. On veut aller dans le top 10 en 2026 de podcasts écoutés en France. Donc faites-moi plaisir, on fait ça ensemble. Voilà. Allez, bonne écoute, je vous laisse avec Samy encore. À quel moment t'es arrivé à cette conclusion de « Ah ouais, je peux faire ça et je devrais même faire ça. Je devrais même faire ça. » Comment t'as trouvé cette conclusion en testant sur toi ? Bah, en fait, moi, j'ai suivi tout le cheminement et tous les conseils du fitness. Moi, ça fait quand même pas mal d'années que je m'entraîne et que je consomme du contenu fitness. Donc, t'as tout testé. J'ai tout testé. J'ai fait keto, j'ai fait jeûne intermittent, j'ai fait OMAD, j'ai tout testé. Et en fait, je me suis rendu compte des limites de chaque modèle. Et le tracking des calories aussi, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus... En fait, j'ai décidé de me construire en opposition au comptage de au calories. tracking des calories. Parce que j'ai fait ça de mes 15 ans à mes peut-être 28-29 ans. Ah ouais. J'ai fait ça quasiment toute ma vie. Et en fait, ça te crée un rapport à toi et à l'alimentation qui est absolument anxiogène et qui est biaisé. Et en fait, il y a une vie qui est possible sans le tracking des calories et qui est même meilleure, tu vois. Et par contre, et voilà, du coup, j'ai tout fait et je me suis rendu compte que tout avait ses limites. Enfin, le tracking, ça te rendait fou et stressé par rapport à l'alimentation. Le régime cétogène,
Au début, tu perds pas mal de poids, et en grande partie, c'est de l'eau. Mais ensuite, au bout de quelques mois, pareil, tes performances, elles s'écroulent. Et moi, en fait, mon entraînement, il est très athlétique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être explosif, j'ai besoin de gagner en force, et j'ai envie d'être aussi musclé et de rester sec. Tu vois. Donc, il fallait une alimentation qui permette de cocher toutes ces cases. Et je me rendais compte qu'avec le tracking des calories, enfin, quand je dis tracking des calories, il faut aussi inclure l'alimentation musculation, enfin du bodybuilder. Oui, ok. Donc, focus protéines, voilà. Peut-être oublier beaucoup de protéines. Et oublier les micronutriments. Oublier les micronutriments. Ouais. Ça me donnait pas les résultats que je voulais. Okay. Parce qu'en fait, les gens, on a tendance à sous-manger dans ces cas-là. En fait, dans notre tête, on a imprimé le 2000 calories par jour comme chiffre de référence, et on se situe par rapport à ça. Et en fait, tout le monde, même des gens qui sont costauds, qui font beaucoup de sport, ils sont peut-être à 2600, 2700 calories par jour. Et toi, tu te dis, il a un engin qui a besoin de 4000. Exactement. Okay. Et en fait, du coup, quand j'ai arrêté de traquer et que j'ai mis en place mon alimentation, je me suis rendu compte que je pouvais monter à 3500, 4000 calories par jour en faisant, il y a plusieurs critères, en faisant les bons choix d'aliments et en limitant au maximum le stress. Et en fait, le corps, dans ce contexte-là, avec les bons aliments et en limitant le stress et en s'entraînant comme il faut, il peut processer 4000 calories. Et quand ton corps il a 4000 calories à disposition par jour, et tes performances, elles augmentent, ta force, elle augmente. Et ça ne veut pas forcément dire que tu prends du gras. Tu vois. Ok. Et il aura moins tendance à les stocker s'il est dans les bonnes conditions pour les utiliser. Il faut comprendre pourquoi le corps stocke du gras. Et c'est pas qu'une question de surplus calorique ou de calories. Et ça, il m'a fallu de nombreuses années pour le comprendre. C'est une question de conversion des nutriments en énergie. Tu vois. Okay. Et ça, c'est un modèle que l'approche du fitness ne prend pas du tout en compte. Le fitness, il voit le corps comme une machine. Calorie in, calorie out. Et entre les deux, on considère que c'est une machine. Tu vois. Okay. Sauf que le corps, c'est pas une machine. Et ça, tu t'en rends compte quand tu comprends comment l'énergie est produite et créée dans les cellules, par les mitochondries. Et tu comprends tout le cheminement, en fait. À partir de ce que tu manges, et à la fin, ton corps produit de l'ATP, tu vois. Et c'est ça qui est utilisé par tes cellules. Et si tu peux maximiser cette conversion de tes nutriments en ATP, et en fait, tu peux consommer beaucoup de calories, tu as beaucoup d'énergie qui est produite et peu de gras. Tu as moins de déchets. Moins de déchets, en quelque sorte. Comme si le gras était les déchets d'une conversion qui est pas bonne. Qui est mal faite. Ok, voilà. D'accord. C'est marrant, dans le chat, il y a des gens de ton programme Fondation qui arrivent et qui disent « Je reviens de ma séance Fondation 2, elle m'a tué. Mon épaule a lâché sur le ab wheel. » C'est vrai, tu poses de plus en plus de séances où tu utilises le ab wheel, j'ai l'impression. Ouais. T'as toujours été là-dedans aussi. En fait, avec le temps, je sélectionne les exercices, on va dire, les plus difficiles. Comme ça, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'exos pour un groupe musculaire. Je m'attraque, par exemple, pour les hamstrings, pour les ischios, je fais des Nordic curls. Et tu fais... Je déteste. Je déteste. Tu fais 2 séries de, 10 ou 15 Nordic curls entiers. Et ça te fait l'équivalent en termes de tension sur tes muscles de 25 séries de leg curls. Tu vois. Une séance aujourd'hui, elle te prend combien de temps ? Elle me prend 1h15, 1h20. Ouais. Ça va. J'ai cru que t'allais grimper. Non, parce qu'après, au-delà, ton corps n'a plus l'énergie pour te donner des reps de qualité. Ouais. Ça sert pas à grand-chose. Nickel. Tiens, je te rapproche juste un peu. Je te sens juste en dehors. Je suis en train de glisser. Moi, j'ai envie de rester dans l'optimisation du coup de ta nutrition parce que je trouve que t'es vraiment passionnant là-dessus. Tu parles beaucoup sur Internet de PUFAS, c'est quoi le terme ? Polyunsaturated fatty acid. En fait, c'est en anglais. On peut avoir le cours vite fait de chimie ? Et en français, les PUFA, c'est les acides gras polyinsaturés. Et c'est grossièrement les oméga 3 et les oméga 6. Mais on m'a dit que les oméga 3 c'était bon. Ouais. Mais j'en ai dans mon armoire là. Mais moi aussi. Je mange des sardines et on m'a dit c'est bien. Pendant longtemps, j'ai fait ça aussi. Et en fait, c'est le discours mainstream, parce que les oméga 3 sont des bonnes sources pour le corps, enfin ça réduit l'inflammation, tout ce que tu veux, et j'y croyais aussi pendant longtemps, mais quand j'ai changé mon alimentation, il faut aussi remettre dans le contexte. Moi je suis partisan d'un courant qui s'appelle l'approche pro-métabolique. Et l'approche pro-métabolique, c'est quoi ? On considère que
la santé, l'énergie est au cœur de la santé. Quand je dis énergie, c'est l'ATP. Vraiment, la capacité de tes cellules à produire de l'ATP. Et tous les syndromes, les problèmes métaboliques que les gens peuvent avoir, comme le fait de prendre du gras, d'avoir des problèmes de digestion, des problèmes de libido, de cognition, des maladies auto-immunes, le diabète de type 2, enfin tout ça, sont des symptômes de problèmes métaboliques. Et l'origine, quand tu redescends tout au fond, tu digues, tu vois, c'est l'incapacité des cellules à produire suffisamment d'ATP, suffisamment d'énergie, à cause de nombreux blocages, tu vois. Et l'un des principaux justement bloquants dans cette capacité des cellules à produire de l'ATP, c'est justement les acides gras polyinsaturés, que ce soit oméga 6 et oméga 3, en raison de leur structure moléculaire ils ont des doubles liaisons. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est polyinsaturé, contrairement aux acides gras saturés. C'est insaturé parce qu'il y a des doubles liaisons et ça les rend extrêmement fragiles. Imagine que c'est comme si tu essayais de construire une maison avec soit des briques ou du ciment, là tu as des acides gras saturés, tu vois, et les acides gras polyinsaturés, c'est du verre. Verre ou du carton avec des mythes dedans, tu vois. Et en fait, la production d'ATP, d'énergie, et qui, dans ce modèle, est au cœur de la santé, en fait, plus tes cellules sont capables de produire d'énergie, plus elles sont capables ensuite d'assurer leur fonction. Quand je dis leur fonction, par exemple, tes cellules hépatiques, elles peuvent détoxifier, tes cellules de ton cœur peuvent faire fonctionner ton cœur. Tu vois. Chaque cellule a des fonctions, et plus la cellule a d'énergie, plus elle peut assurer ses fonctions faire son comme il faut. Et le fait de consommer beaucoup d'acides gras polyinsaturés et surtout de stocker ces acides gras polyinsaturés, ça limite la capacité de ces cellules. Ça limite la capacité de ces cellules, mais d'un point de vue vraiment mécanique. C'est-à-dire que je rentre un peu dedans, mais c'est important. Bien sûr. La production d'énergie, d'ATP, c'est un gradient d'électrons au niveau de la membrane des mitochondries. Imagine que tu as d'un côté et de l'autre de la membrane des électrons, et la différence de concentration de ces électrons fait qu'il y aura un déplacement de ces électrons, et à la fin, ça passe par un truc qui s'appelle l'ATP synthase, et c'est ça qui va te produire l'ATP. Il faut qu'il y ait cette différence. Et si cette membrane, elle est poreuse en fait, elle est fragile en raison des acides gras polyinsaturés, parce que cette membrane est constituée de lipides. C'est constitué de lipides. Cette transmission. Exactement. Et cette transmission, il y a une déperdition d'énergie. Tu vois, c'est comme si tu essayais de chauffer une maison, mais que tu laisses les fenêtres ouvertes. Du coup, c'est pas ouf en termes de pour te réchauffer. Tu vois. Tu as l'idée. C'est totalement clair avec cette image. Exactement. Et justement, en limitant au maximum les acides gras polyinsaturés dans les membranes de tes cellules, tu maximises la capacité de tes cellules à produire de l'ATP. Si tu produis plus d'ATP, tu augmentes ton métabolisme, tu as des meilleures fonctions, et tu as toute une chaîne vertueuse qui se met en place. D'accord. Hyper intéressant. Donc aujourd'hui, toi, tu es en régime high carbs, avec certains carbs, pas toutes, high protéines. Pas forcément high. Je consomme à peu près 130 grammes de prod par jour. Entre 130 et 150. C'est pas very high protein. C'est high pour monsieur tout le monde, mais c'est pas very high. Et zéro fat? Non. Zéro fat complet? Non. Tu prends du fat quand même? Je consomme beaucoup de lipides. D'accord. Mais et donc c'est quoi les lipides que t'aimes bien? Des acides gras saturés et monoinsaturés. En fait, les seuls que j'évite, c'est les acides gras du coup polyinsaturés. Du coup, t'as 3 familles, tu vois. T'as saturé, mono et poly. Ils sont classés par leur niveau de saturation. Et les acides gras saturés, c'est tout ce qui va être comme par exemple le beurre, l'huile de coco, le gras de la viande, par exemple le gras du bœuf que tu vas consommer, c'est des acides gras saturés. Et au milieu, les acides gras monoinsaturés, c'est moins saturé que les acides gras saturés, mais plus que les polyinsaturés. Et ça va être par exemple l'huile d'olive, les noix de macadamia, l'avocat. Noix de macadamia, on m'a dit, je suis tombé, je sais pas pourquoi je suis tombé. Tu sais, quand sur TikTok, il t'attrape dans l'algo et il te met un tunnel d'algo. Et je suis tombé sur les noix de macadamia et la thyroïde. Et comment 2 par jour te repousse ta thyroïde, etc. J'ai eu que ça pendant 2 jours. Je comprends. C'est le lobby des noix de macadamia. Ils m'ont mis un pressing. Et c'est cher en plus. Ça coûte cher sa mère, les noix de macadamia. Ça coûte une couille. Une blinde. Et donc en français, les lipides que tu consommes aujourd'hui,
C'est quoi, c'est du beurre? C'est du beurre. T'aimes bien le beurre? Tu valides ça? J'adore le beurre. Le fromage. Ok. L'huile de coco. Ok. Le gras de la viande. Ok. Par exemple, le bœuf, tu vois, je prends des Ouais. morceaux assez gras. Une pièce de bœuf, tu peux prendre. Voilà. Ok. Et du coup, ce que je vais éviter plutôt, ça va être les noix. Mhm. Les noix et les graines, tu vois, genre Ok. graines de chia, graines de tournesol, Ça, c'est non. toutes les huiles végétales, Ok. hormis l'huile de coco et l'huile d'olive. Ok. Voilà. Et saumon, sardine. Et poisson gras, en fait. Ok. C'est marrant, on a du monde dans le chat, donc on va un peu Et réagir au les chat. Urians. Voilà, on va un peu réagir au chat. Ceux qui nous écoutent en rediffusion, faut venir pendant les lives parce qu'il y a tout un truc qui est en train de se créer. Deuxième petite pause, j'ai une bonne nouvelle. Pour ceux qui me demandaient, Podium est disponible maintenant sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, tous les trucs de podcast en fait. Donc allez là-bas aussi si vous écoutez sur différentes plateformes, ça y est, c'est partout. Et puis voilà, donnez de la force partout maintenant. Merci. Allez, bonne fin d'épisode. Il y a UserType dans mon chat qui dit: je viens de me faire 10 000 € sur Kalshi en pariant sur le mot membrane dans ce podcast, cité au moins 30 fois. Tu connais Kalshi? C'est le truc des quinries. Les quinries, ils peuvent parier sur la politique et tout maintenant. Ah ouais? Et donc, il fait une allusion à ça. Ok. T'es le président du fan club du Duréan en fait sur Instagram, c'est ça? Si ça existait, je pense que ça existe, Oui. mais C'est toi le. ce serait pas le président. Vraiment, j'ai développé une passion pour ce fruit. Déjà, Explique-moi, parce que le Duréan, j'ai passé du temps aux Philippines. Ok. Pour moi, c'est le fruit qui pue Ouais. et qui est même pas si bon que ça. Pourquoi le Duréan c'est stylé? Bah déjà, il pue, c'est relatif. Ça dépend de la qualité du durian, tu vois. Tu le sais qu'il va y avoir un clip juste sur ça qui va sortir. Donc là, c'est ton moment pour vendre le truc. Ok. Pourquoi le Duréan c'est Je stylé? vais être le meilleur ambassadeur de ce fruit. C'est stylé déjà parce que c'est hyper. Moi, j'adore le goût. J'adore le goût. Quand tu tombes sur des vrais bons durians, Ok. le goût, c'est crémeux. T'as l'impression de manger un peu de la crème anglaise. Enfin, c'est vraiment, Ah ouais? hyper fin comme goût. J'ai jamais goûté. Ouais. Et en fait, souvent, les touristes, on est confronté à des durians, tu sais, bas de gamme, tu sais, dans les marchés comme ça. Et c'est des attrape-couillons, tu vois. C'est des durians qui sont pas frais depuis 48 heures. Ok. Et du coup, eux, ils puent, tu vois. Ouais. Mais c'est comme si tu passes devant un poisson, tu dis le poisson, c'est mauvais parce que ça pue. Ok. Non, tu vois, il y a poisson et poisson, tu vois. D'accord. Le durian, c'est pareil. Et d'un point de vue, on va dire, des nutriments, Ouais. déjà, c'est hyper dense en calories. C'est-à-dire Ah ouais que c'est hyper calorique. Tu peux comparer ça à une banane par exemple? Bien plus. Ah oui, c'est plus calorique qu'une banane, le durian. Qu'une banane, ouais. Wow. Il me semble, moi je les mange par 400-500 grammes, tu vois. Oh bah pardon, excuse-moi. On est quasiment à 1000 calories. On est sur du 200 et quelques calories pour 100 grammes. C'est très calorique. Waouh. Et du coup, et en fait, c'est bien quand, dans mon contexte, je mange beaucoup de calories parce que c'est dense. Et donc, j'ai pas besoin d'envoyer des gros volumes alimentaires pour m'apporter des calories, tu vois. C'est dense en calories et niveau nutriments, qu'est-ce que t'aimes dans le durian? C'est très riche en glucides. Ouais. Donc, il y a fructose et glucose dedans. Et surtout, c'est l'un des seuls fruits qui est riche en acides gras saturés et monoinsaturés. Il n'y a pas d'acide gras polyinsaturé. Et du coup, moi, j'ai découvert que quand je faisais mes séances et que au petit-déj, je mangeais du durian, bah, ça m'apportait une énergie de malade, hyper stable, grâce aux glucides et aux lipides qui viennent stabiliser cette diffusion d'énergie, tu vois. Et j'envoyais des séances de zinzin sous durian. Putain, c'est ta potion magique. C'est ma potion magique, exactement. Ok. Dans le chat, c'est en train de dire ne pas aimer Bali, mais aimer le durian. Comment on peut faire confiance à ce type? J'adore. Et qui vous dit qu'il faut pas manger de noix et exactement. Ouais, c'est une sorte de super fruit, ils sont en train de dire. Ok. Sinon, c'est quoi ta tier list du coup de fruits qui t'adorent et qui te donnent plein d'énergie? Bah, en premier, je mettrais le durian, mais c'est quand même assez compliqué à trouver. Oui, en France, un peu difficile. C'est super cher, même partout. Ah oui, c'est cher, Thaïlande, même en Asie. C'est cher. Sinon, en vrai, les fruits, en règle générale, si ils sont mûrs et que tu les digères bien, ils sont tous incroyables. Enfin, vraiment, pour moi, les fruits, c'est ce que j'ai réintroduit. J'avais peur des fruits à l'époque, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui ont peur des fruits parce qu'on dit qu'il y a du fructose, c'est sucré, et ainsi de suite. Mais ça a tellement de bienfaits. Il y a des polyphénols, tu as beaucoup de vitamines et de minéraux, ça t'apporte une énergie qui est stable. Enfin, c'est vraiment des produits incroyables. La nature les a créés pour qu'ils soient mangés, pour qu'on ait envie de les manger. Et sinon, si je devais faire ma tier list, je mettrais banane. Banane, peut-être la papaye aussi. Et l'ananas. Banane, papaye, ananas. Trop bien. Et peut-être les fruits rouges aussi, genre
les myrtilles. Myrtilles et tout. Ok. Parce que faut voir ces stories de fruits avant workout. Ouais. Pareil, c'est parmi les stories. J'en vois plus ça que tes abdos de malade avec des potes. Je vois une assiette. Je crois que t'es pas trop dans les dates. Si, un petit peu vite fait. Si. Mais j'ai vu des assiettes. T'as des bananes. Et pourquoi tu mets tes bananes sur la poêle? Tu grilles tes bananes? Ouais. Pourquoi? C'est juste pour le goût ou ça active quelque chose? Déjà, c'est bon. Okay. Déjà, c'est vraiment très très bon. Okay. Et en fait, ça, je faisais ça en Indonésie, parce qu'ils ont des bananes qui sont assez épaisses. C'est pas comme bananes. Ça ressemble plus à de la banane plantain ou pas? Sur la dimension un peu plus que nos bananes. Okay. Et, mais après, en termes de goût, c'est plus proche de la banane qu'on connaît. Mais en fait, ça me permet de rajouter de l'huile dedans. Okay. Je mets de l'huile de coco, je les cuis à l'huile de coco ou au beurre. Et en fait, ça me permet du coup de mimer un peu le durian. Avec l'apport de glucides et de lipides. Exactement. Donc je vous disais, faut voir les assiettes qui s'envoient avant un workout. J'ai partagé avec mes potes. Il y a une banane qui a été cuite, il y a des myrtilles, des fois il y a des dattes, et je veux que tu rajoutes un kiwi. Ouais. Et tu t'envoies une assiette. L'assiette, elle est gargantuesque. Bon, après, tu m'étonnes que tu fais des sacrés workouts. En fait, quand tu comprends que ton corps, il a besoin pour performer de ressources, tu sais, tu demandes pas à ton salarié d'effectuer un travail, de bosser. Si tu le payes sur mal. Sur un téléphone ou sur le mauvais. Ou sur un ordinateur qui a 50 ans, tu vois. Si tu veux qu'il soit performant, tu lui donnes les ressources. Et le corps, c'est pareil. Si tu donnes les bonnes ressources et que tu le traites bien, il te le rend, mais x10. C'est comme les marques qui appellent un mauvais influenceur au lieu de m'appeler moi, quoi. Enfin, franchement, si t'appelles pas Samy, comment tu veux faire des bonnes OP? Et voilà. Le mec, il place son truc comme ça. Dans le chat, il y a Alan. Oh, Alan, en plus, c'est un copain à moi qui pose une question. J'ai une petite question. Quand vous avez le temps, est-ce que c'est possible de se former un physique esthétique complet sans trop faire attention à son alimentation? Je voulais en parler de ça parce que toi, t'as vraiment fait un focus sur Internet à un moment sur je vais vous aider à faire un physique esthétique. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi déjà je pense que en termes déjà de confiance en soi, quand tu t'aimes ton physique, t'aimes le reflet que te renvoie le miroir, ça te booste ta confiance en toi. Et moi, j'ai beaucoup souffert de manque de confiance en moi et alors que je fournissais les efforts, tu vois. Je m'entraînais, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai fait du judo depuis que j'ai 5 ans, mais l'esthétique ne suivait pas, tu vois. Et c'est extrêmement frustrant quand faut qu'on se le dise que la finalité, ça reste en grande partie l'esthétique, sauf peut-être pour les athlètes. Ouais, des athlètes de haut niveau, etc. Qui, eux, ont la performance en plus. Mais monsieur tout le monde, il a envie de se sentir beau. C'est normal. Et c'est normal. Et c'est frustrant quand tu fais des efforts et que tu te trouves pas beau. Et quand tu arrives enfin à avoir un physique esthétique, tu te rends compte que le monde change. Le regard, la façon dont se comportent les gens avec toi, ça change du tout au tout. Et est-ce que c'est à partir du moment où tu te trouves esthétique ou est-ce que ça va ensemble? Ça va ensemble, ok. Ouais, je pense que quand tu te trouves bien, tu te libères. Ça change ton comportement. Ça change ton comportement. T'es peut-être un peu moins renfermé. Tu t'oses plus aller vers les gens. Tu dégages peut-être une meilleure énergie. Et aussi, je pense que c'est dans la biologie humaine, tu vois. On a tendance à vouloir aller vers d'autres humains. Qui ont une belle esthétique, mais je pense que d'un point de vue purement pour la reproduction, avoir une belle esthétique, ça renvoie une image un peu de santé. Et ça, je suis convaincu de ça. Quelqu'un entre guillemets qui coche les cases de la beauté, ça, je crois qu'il y a des recherches qui documentaient ça. Ça confirme inconsciemment qu'en face de toi, t'as une personne qui tu feras des bons enfants, des enfants viables, et en bonne santé, exactement, beau et en bonne santé. Voilà. Et donc je pense que au-delà même des considérations superficielles ou autres, même d'un point de vue biologique, il y a des avantages à être esthétique. Ok. Voilà. Donc Alan qui demandait, est-ce que c'est possible d'avoir un physique esthétique sans faire trop attention à son alimentation? C'est pas possible. À moins que d'avoir une golden génétique. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont cette golden génétique, et notamment sur les réseaux. Et en fait, c'est à double tranchant. Parce que c'est des mecs qui naturellement vont moins stocker de gras, vont avoir une facilité à construire du muscle, et ils n'auront pas eu besoin de travailler et de comprendre les mécanismes. Et donc de créer une méthode, un système pour maintenir ou pour développer ça. Toi, tu dirais que tu as un physique et une génétique qui ne pardonne pas? Non, vraiment, je pense que j'ai dû tout construire. Parce que que c'est rare d'avoir des gars qui ont une génétique qui pardonne pas à arriver au six-pack de malade. Et donc, ça, c'est une question que j'aime bien poser aux gens qui ont un méchant six-pack. T'as jamais de baisse d'énergie encore aujourd'hui?
Genre, t'as jamais. Le moment où moi j'étais le plus sec, Ouais. en plein jeûne intermittent et tout, Oui. je pouvais rien faire à part le sport. Tu vois. Exactement, ouais. Toi, aujourd'hui, Ouais. t'as ton six-pack à l'année Ouais. et t'as pas de chute d'énergie, t'as pas de rien. Non, et c'était tout l'enjeu de trouver une alimentation qui le permette. Parce que le fitness, aujourd'hui, en gros, il te propose 2 routes. Soit t'es sec, mais tu détestes ta vie, parce que tu manges 1800 calories par jour, tu fais 55 000 pas, enfin, c'est extrême, tu vois. Et du coup, par contre, t'es beau, en photo. Soit t'es gras. Un petit peu chubby, mais voilà. Tu as de l'énergie. Et t'as de l'énergie. Et en fait, je pense que là, le problème, je vais utiliser un gros mot, hein, mais ontologique, c'est sur le modèle du calorie in versus calorie out. Alors que si tu prends ce modèle de l'énergie, de l'ATP, bah en fait, tu te rends compte que c'est la disposition naturelle du corps que de ne pas stocker de gras, et donc d'être plutôt sec, et d'avoir de l'énergie. En fait, tu peux avoir de l'énergie et être sec parce que c'est l'état normal de ton corps quand tu te mets dans les bonnes dispositions. Et là où c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, en Europe, ou en vrai partout dans le monde, bon, je pense plus partout dans le monde qu'en Europe. Monde, notre alimentation, ce qu'on nous donne à manger, c'est tellement pourri que c'est excessivement compliqué aujourd'hui de bien manger. De manger de telle sorte à maximiser cette capacité des cellules à produire de l'énergie. Là où il y a 150 ans, tu allais manger, c'était quoi? C'était du beurre, c'était des produits normaux, et les gens, ils menaient une vie normale, et ils arrivaient à être minces, à avoir de l'énergie, mais parce et sans avoir à traquer leurs calories ou autre, mais parce que l'environnement, ce qui était à disposition en termes d'aliments, était de qualité. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, si tu veux être esthétique, il faut, que tu comprennes comment ton corps fonctionne, et 2, que tu sois un peu obsédé par le choix des aliments que tu consommes. Parce que si tu te laisses juste porter, tu vas créer de l'inflammation, forcément, tu vas décliner, tu vois. Et du coup, tu devras tomber dans des extrêmes en termes de tracking des calories, de sous-alimentation, pour avoir un semblant de physique esthétique, mais qui sera pas maintenable. D'accord. J'ai envie qu'on continue à aller dans les trucs deep, mais en même temps, pareil, j'ai créé ce podcast pour se raconter nos vies. T'as fait du judo quand t'étais gamin? Vas-y, tu faisais quoi comme sport? J'ai fait du judo. Longtemps ou? Ouais, de mes 5 ans à 15 ans. Ah, quand même. Ouais. Ça, c'est cool. J'en avais fait aussi, mais en fait, j'ai fait de 5 à 8. J'ai arrêté parce que ma meilleure pote a déménagé, elle était plus dans le truc, ça m'intéressait plus. Et c'était un de mes grands regrets, en vrai, athlétiquement, d'avoir arrêté le judo quand je suis arrivé au football américain vers mes 15 ans. Et quand j'ai vu des gars qui sont arrivés... 15 j'ai testé tous les sports. J'ai testé tous les sports. Mais surtout, quand je suis arrivé au foot américain et que j'ai vu des gars qui ont fait du judo longtemps, leur masse corporelle, leur gestion de... la gestion de ton centre de gravité. Gestion de... c'est un truc de ouf. Tu le fais pas tomber, un gars qui fait du judo ne tombe pas. Et il sait faire tomber quelqu'un, mais sans se mettre en péril, tu vois. Les gars du judo, ils arrivaient au foot américain qui est un sport brutal. Moi, chaque collision, quand même, je me disais, tu peux te blesser à chaque collision. Mais quand je voyais des gars du judo qui faisaient un plaquage, à chaque fois, je voyais un plaquage brutal, fort. Mais je me dis, il va jamais se blesser, lui. Lui, il va jamais se blesser en plaquant. Tu sais que j'ai 32 ans, je me suis jamais blessé. Non, mais genre merci la vie, mais en même temps, je le dois au judo. Je le dois au judo, je pense. Ça te renforce tes muscles, ça t'apprend à gérer ton corps dans l'espace. Je pense que ça te développe ta proprioception. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un sport magnifique. Mais moi, ça m'a traumatisé, le judo. Ah ouais? À cause de... C'était pas le sport en lui-même, parce que j'étais très très fort au judo. C'était les catégories de poids. Ah bah oui. Donc toi t'es arrivé à un niveau où tu faisais de la compétition. Moi j'ai jamais fait de compète. Je faisais beaucoup de compète. Oui, donc à partir du moment où tu fais des compètes, tu dois tu vas être dans ta catégorie. À partir de quel âge tu commences à faire des compètes en catégorie de poids? Franchement jeune, 8 ans, 9 ans, je sais pas. Donc à 8-9 ans, t'as déjà le syndrome de faut pas que tu dépasses un poids. Exactement. Et surtout, vas-y raconte. Et en fait, toute ma jeunesse, j'étais gros. Vraiment, j'étais gros, j'étais chubby, mais bien chubby. Mais je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de judo, beaucoup de skate aussi. J'habitais à Drancy, je faisais Drancy, Bastille en skate. C'est un chemin. Aujourd'hui, je le fais pas en Vélib. Pareil. Mais quand t'es jeune, t'as les ressources. Tu vois. Mais du coup, j'étais quand même très actif, mais j'avais une alimentation. Et je n'en veux pas à mes parents, ils savaient pas. Pareil, je pense qu'on avait même darons, ils savaient pas. Oui, ils savent pas. Ils sont occupés. Ils on n'a pas eu d'éducation nutritionnelle, eux non plus.
Et du coup, je mangeais vraiment n'importe quoi, mais dans des quantités folles, en fait. Et À 10 ans, j'étais chez le docteur, il m'a dit toi t'as du cholestérol, c'est pas normal. Oui. C'est quoi le cholestérol? Parce que moi j'ai entendu cholestérol, c'est mon oncle qui a fait une attaque. c'est pas bon. Moi je veux pas. Et ouais, non, et du coup, je mangeais du coup n'importe quoi. Et le sport, ça permet pas de compenser une alimentation désastreuse. Et du coup, je me retrouvais, chaque semaine, j'avais une compétition et j'étais toujours à la limite ou au-dessus de la catégorie de poids, sachant que j'étais déjà dans les plus lourds. Comment traumatiser un gamin? Exactement. Wow. Et en fait, je me retrouvais pendant des années où je comprenais pas comment perdre du poids, parce que moi, je mangeais ce qu'on me donnait, tu vois, et on me donnait beaucoup. Je mangeais ça. Alors, t'es algérien? Je suis algérien. Voilà, famille rebeu. En fait, il n'y a pas le concept de on mange aux heures de repas. On est d'accord? Non. T'as faim? Le placard, il est ouvert. C'est ça. Moi, Je mange quand tu veux. Je me rappelle, j'avais choqué une meuf avec qui je sortais. Ouais. On passe une semaine ensemble. Bah, j'ai la dalle, je vais attraper un truc. Elle a grandi dans une famille de on mange aux heures de repas, Exactement. je sais pas quoi. Assis à Elle m'a table. regardé comme si j'avais fait un truc de ouf. Je me fais un petit sandwich, pain fromage, un petit truc. Ouais, tu vois. oui. Il est 15h. Il est 15h. Évidemment, c'est normal. Mais c'est comme ça que j'ai grandi. Bah, tout pareil. Ok, et donc Pareil. Et du coup, je me suis retrouvé pendant des années dans cette situation où j'étais toujours trop gros pour ma catégorie. Et donc, à 10 ans, j'avais par exemple une compétition le samedi matin à 13h. Enfin, le samedi à 13h, je me réveillais à 7-8h, je mettais mon truc de sudation et j'allais courir au parc à côté de chez moi pour essayer de... Et en fait, c'était ça pendant des années. Et ça m'a créé un rapport pourri avec l'alimentation. Horrible. Et du coup, j'ai associé le judo à ça. Ok. Et du coup, dès que j'ai pu arrêter... À tous ces moments anxiogènes, etc. Exactement, etc. ouais. Ok. C'est dommage de ça, mais bon, on vit avec les outils qu'on a eus. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a permis de me construire et d'essayer justement de trouver un rapport sain avec l'alimentation, sortir de la peur de l'alimentation. Enfin, et je pense que ça a été bénéfique. Bon, il y a eu 25 ans de mais trauma. Je suis convaincu qu'il nous faut du temps pour digérer tout ça. Exactement. Les gens dans le chat, vous avez des bonnes questions. Je reviens vers vous, mais en même temps, je le rencontre aussi, donc j'ai envie de poser mes questions. T'as fait autre chose après le judo ou t'as fait que de la muscu? Non, j'ai fait judo. Après, j'ai eu une phase un peu de... Au lycée, je faisais pas trop de sport. Okay. Enfin, je fais du skate, quoi. Je continue le skate. Et ensuite, j'ai commencé le foot à 11, à genre 17-18 ans. Okay. J'étais le plus vieux. Tu vois. Alors, en plus, commencer le foot à 17 ans, c'est chaud. Hein. Horreur. T'arrives, t'es complètement... t'es pas le même, quoi. Je suis pas le même. Et surtout, je connaissais rien. En termes de placement ou autre. Moi, tu sais, je faisais des fives. Tu voulais taper du ballon, quoi. Je voulais taper du ballon. Et sauf que ça marchait pas comme ça. Et du coup, j'ai fait 2 ans et ça n'a pas fonctionné. Et après, j'ai découvert la musculation. Autour de 20 ans, tu vois, à mes 20 ans. Et j'ai commencé par Body Time. Et Thibaut, Body Time. Je crois que c'était Body Time. Et par contre, très vite, ça m'a pas plu. Ah, ok. Je me faisais chier. La musculation, comme on te l'a vendu à ce moment-là. Exactement, ouais. Ok. Très vite, déjà, les séances m'ennuyaient plutôt. Et je construisais du muscle, tu vois. Mais c'était pas épanouissant, tu vois. T'avais pas de plaisir à la salle. J'avais pas de plaisir, tu vois. Et après, j'ai bifurqué un petit peu avec les programmes de Jeff Cavaliere, Athlète X, sur YouTube. Ouais. Et lui, je l'aimais bien. Alors, je l'aimais bien, mais en même temps, il est spécialiste de dire ça va te ruiner ta vie si tu fais ça. Oui, ouais. Mais par contre, il dit beaucoup de bonnes choses. C'est du clickbait, tu vois. Mais waouh, il est fort à dire si tu fais cet exercice, tu vas jamais progresser. Exactement. Même tu vas perdre tous tes enfants. Oui, exactement. Et en fait, assez vite, j'ai bifurqué vers ces entraînements à lui, qui étaient cette philosophie que j'ai gardée aujourd'hui d'être athlétique. Donc, être musclé, c'est cool, c'est hyper important pour être athlétique, mais personne n'a envie d'être une montagne de muscles. Tu veux courir vite, tu veux sauter haut, tu veux... Exactement. Et du coup, c'est lui qui m'a mis le pied... Enfin, lui, comme s'il était venu avec moi. Non, mais c'est juste... il t'a mis l'étincelle, exactement. Quoi. Et après, ça a été 10 ans de cheminement comme ça vers... à mon tour, je veux construire mes programmes, ma philosophie et affiner ma vision de l'entraînement. Ok. Après, c'est 10 ans de muscu, quoi. Question très large dans le chat. Est-ce que tu vis à 100% de tes coachings en ligne ou tu fais quelque chose à côté? Alors moi, je fais pas de coaching. C'est très, très précis, c'est important. Je fais pas de coaching, même si je lance mon activité de coaching à partir de cette année. Ok. Là, j'ai quelques clients, mais pour l'instant, j'en parle pas trop.
en ligne. Mais sinon, moi, je fais je vends des programmes. Okay. Je vends mes programmes sur Internet et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je fais pas du coaching. Comme je te disais, ça a pété sur TikTok assez vite. Au bout d'un mois, j'avais 10 000 followers et je mettais à la fin de mes vidéos DM for coaching. Et sauf que je me suis fait inonder de demandes. Et au début, moi, je connaissais pas, tu vois. Moi, je sortais d'une dépression, d'un burn-out. Là, je me dis, j'ai le vent en poupe. Et j'ai commencé à accepter des gens en coaching. J'ai quand même essayé de doser, mais j'ai pris trop de monde. J'ai pris trop de monde. Et en fait, je me suis dit, c'est pas comme ça que tu peux scale. Tu te retrouves à vendre ton temps. Comme moi, je vendais mon temps quand j'étais chef de projet. Et c'est pas la vie que je voulais mener. Et donc, c'est pour ça que j'ai très vite basculé sur... Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour scale et décorréler mon temps de mes sources de revenus. Et j'ai créé mes programmes. Et donc, depuis, ça va faire 3 ans, je vends des programmes sur mon application qui sont très bien d'ailleurs. Ils sont très bien, allez cliquer. Le lien est dans le podcast. Il y a, je crois, dans 3 ans, j'ai eu 3000 personnes qui ont suivi mes programmes. Ok. Et du coup, je vis à 100% de la vente de programmes. Et là, je lance le coaching, mais un coaching un peu premium. Bah oui, parce que tu vas pas pouvoir prendre plein de monde. Non. Tu peux le dire, tu vises de prendre combien de gens quand tu le lanceras? C'est quoi, c'est 10? C'est 30? Non, je limite à 5. Ok, voilà. Je limite à 5. Et après, l'idée, c'est de développer... Parce que du coup, en 3 ans, j'ai développé une méthode alimentaire, une méthode d'entraînement, et qui a fait ses preuves auprès de milliers de personnes. Et je pense que ça vaut le coup de former des coachs à cette approche pour qu'eux-mêmes puissent être un peu des ambassadeurs. Mais du coup, limiter... Après, j'ai pas de chiffre en tête en termes mais tu commences comme moi, ça. à titre personnel, je peux pas prendre plus de 5 personnes. Et toi qui fais gaffe à ton stress et à ton cortisol, coacher des gens en direct, c'est vrai que c'est stressant. Tu dois toujours être derrière eux, tu dois toujours... c'est stressant. Et surtout, j'ai une exigence quand même de qualité. Et je sais que pour pouvoir fournir un travail de qualité, tu peux pas non plus... il faut passer du temps. Et donc, si je prenais plus de 5 personnes, ça diluerait la qualité du temps que je peux allouer, la qualité de mon service. Et je veux vraiment être extrêmement disponible pour les quelques personnes que je vais prendre. Mais voilà, donc je pense que 5, c'est ma limite. Ok. Il y a Warren qui arrive dans le chat qui dit j'arrive trop tard, mais trop bien de voir cette connexion. On a encore 1 heure, hein. Tu crois pas qu'on va partir? Reste là, Warren, on discute ensemble. Ok. Moi, j'avais envie de parler. Ta manière de t'entraîner, je la trouve très cool. Moi, au global, je viens vers ça depuis 2 ans. D'accord. Tu es en train de commenter actuellement? Je m'emmerdais en fait à la salle depuis 2 ans. Je m'étais amélioré. J'avais pris un coach, un de mes copains du foot américain qui m'avait très bien coaché. Je suis pas là pour bitcher sur toi, Tom. Je t'ai eu sur le podcast. Si je t'ai eu sur le podcast, c'est parce que je te kiffe. Il m'a fait progresser dans plein de choses. Mais j'avais du mal à prendre du kiff dans le sport. Et cette année, depuis septembre dernier, je suis vraiment dans une nouvelle approche de reprendre du plaisir dans le sport. C'est pas important. Donc, j'ai repris des coachings de basket. Je me suis inscrit au tennis et je m'amuse au tennis. Je cours 1 fois ou 2 par semaine. Et du coup, à la muscu, pareil, la séance, elle dure 55 minutes. Et j'essaie de m'amuser un peu plus. Donc ça, c'est cool. Par contre, tiens, je peux te le dire honnêtement, j'ai déjà pris un de tes programmes. J'arrivais pas à le traduire dans mon fitness park ou basic fit d'en bas de chez moi. D'accord. Parce que t'as des workouts, on peut discuter là-dessus. T'as des workouts où tu me demandes de sauter au-dessus d'un truc, etc. La mise en place, elle est dure. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce que c'est ça mon feedback. J'ai vu le programme, j'ai essayé 3 fois. Putain, faut que je mette une barre, que je saute au-dessus de ce truc, etc. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont du mal à implémenter tes exercices? Je pense qu'il y a toujours la possibilité de scale l'exercice pour que ça soit faisable, tu vois. Moi, je me suis entré dans des salles ghetto sa mère au Vietnam, partout. Et en fait, si l'exercice te demande de sauter... En fait, il faut comprendre l'intention de l'exercice. Et si tu arrives à traduire cette intention avec le matériel que tu as à disposition, que ça soit exactement pareil ou un peu différent, c'est pas important. L'idée, c'est juste quelle est la volonté de l'exercice, quel est ce que l'exercice veut te faire faire, et arriver à reproduire un peu l'équivalent avec ce que tu as à disposition, tu vois. Et si moi, dans la vidéo, je te demande de sauter au-dessus d'une haie, mais que tu n'as pas de haie, tu sautes sans haie. C'est pas grave. Tu te mets un truc mental. Un truc mental, où tu essaies de repérer un peu où tu sautes. L'idée, c'est juste de te faire sauter verticalement.
Okay. La haie, c'est juste pour avoir quelque chose dans l'espace qui te situe, tu vois. Je lis dans le chat, il y a quelqu'un qui dit j'avoue, le triple saut dans un fitness park, c'est compliqué avec les mains comme ça. Mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. On joue avec ce qu'on a. C'est vrai, mais c'est pour ça que. Après, je pense que c'est une question de temps. Je pense qu'il y a une tendance vers ce genre d'entraînement qui est en train de se développer aussi. Oui. Et tu penses que les salles s'adaptent un les petit peu? salles vont s'adapter. Tu le verras, là, on va descendre à mon fitness park. Ouais. C'est un fitness park qui vient d'ouvrir. Ça se voit que le sport a changé parce qu'ils les ouvrent plus pareil, les fitness parks. C'est ça. C'est plus. Alors déjà, il y a une section Aerox parce que bien sûr, ils veulent absolument vendre le truc. Mais en dehors de ça, ouais, il y a de la place pour un peu s'entraîner. Et donc, je pense que c'était peut-être, si tu l'as pris au début, il y a quelques années, peut-être un peu trop tôt, sauf si tu avais déjà accès à une bonne salle, tu vois. Mais je pense que là, les nouvelles salles qui offrent, avec le changement de façon, de ce que veulent... Globalement, je le vois, hein, tous les jours, je reçois des messages de gars et ils me disent, je me fais chier à l'entraînement. Ouais, enfin, la musculation, ça fait chier les gens. À part des mecs qui sont vraiment déter et qui ont des ambitions vraiment de body, tu vois, les gens normaux, ça fait chier les gens, tu vois. Et c'est pour ça qu'à mon sens, l'Aerox fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il y a ce côté fun, il y a ce côté social, ludique, un petit peu social. Après, moi, je suis un loup solitaire. Oui. J'ai un autiste dans mon coin. Donc, je suis moins concerné, mais je comprends. Et du coup, les salles sont obligées de s'adapter. Et donc, je pense que de plus en plus, il y aura la possibilité, dans n'importe quelle salle, d'implémenter mes programmes. Et du coup, moi aussi, j'ai appris. Et maintenant, les programmes que je sors, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient le plus réaliste possible. Dans ma tête, je visualise le Basic Fit du canal dans le 19e en bas de chez moi et je me dis, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire à 18h un mardi? Exactement. Et si la réponse c'est non ou c'est trop compliqué, je fais j'adapte. Ok, t'essaies d'adapter. Sur la dernière année, sur les trucs que t'as expérimenté sur toi, c'est quoi les derniers trucs qui t'ont explosé la tête en termes, ça peut être fitness, ça peut être nutrition. Je suis chaud d'aller un peu plus vers le fitness, la course. Je te vois sprinter depuis longtemps. C'est quoi les trucs qui t'ont explosé la tête quand t'as découvert au sujet du sprint? Pourquoi le sprint c'est important? Le sprint c'est important à mon sens pour plein de raisons. Le premier c'est d'un point de vue, je pense, en fait moi j'ai une représentation du sport et de l'entraînement qui est, on va dire, qui est pyramidale. C'est-à-dire que moi, ma finalité, c'est d'être le plus explosif possible. Et c'est pas par principe, c'est parce que j'ai compris que si tu visais l'explosivité comme qualité finale, le reste suit et le physique suit. Moi, on va dire, dans l'ordre de mes priorités, l'esthétique, avoir un beau physique, c'est top 1. C'est genre, ça représente 60% de mes décisions, tu vois. Après, le fait d'être fort, sentir bien et tout, ça, c'est important, mais l'esthétique, c'est très important. Et du coup, j'ai réalisé qu'en visant l'explosivité comme qualité, ça te donne la direction. Et pour arriver dans cette direction, t'es obligé de suivre un cheminement. Et dans ce cheminement, le physique se construit. Donc, plutôt que de viser le physique, tu vises l'explosivité et ça t'emmène naturellement. Et c'est comme ça que le sprint est arrivé dans ta life. Et c'est comme ça que le sprint est arrivé. Et aussi, il y a aussi le côté être complet, tu vois. Tu vois, c'est bien beau d'être fort, c'est bien beau de sauter haut, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'être... je trouve qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un, tu sais, qui est pas athlétique et qui fait des trucs athlétiques. Tu vois, c'est un peu gauche, tu vois. Oui, je vois. Tu veux dire, c'est l'exemple d'un gars qui est athlétique, qui a un peu tout, mais tu l'emmènes au foot et il court vite, mais il est pas très utile. Voilà, c'est ça, tu vois. Ou un mec qui est très balèze, mais tu lui demandes de sauter... T'as l'impression qu'il a jamais décollé ses pieds du sol, tu vois, ou que la gravité est trop forte. Alors, il n'y a pas du tout une recherche derrière ça, mais j'avais écouté dans un podcast. Il y a un paquet de gens qui, passés 30 ans, ils sautent pas à leur capacité complète plus de 20 fois dans l'année. Et ce qui détruit totalement... ou sprinter, pareil. Ou sprinter. Mais après, dans la vie de tous les jours, c'est quoi les contextes où tu as besoin de sauter vraiment? De sprinter, tu vois. Et surtout... J'aimerais bien savoir dans le chat, dites-le nous. Bon, vous faites du sport si vous nous écoutez, mais même votre daronne, mais c'est sûr que ma daronne, elle a pas sprinté depuis 10 ans. Mais 15 ans, c'est sûr. Et en fait, le sprint, c'est aussi une fontaine de jouvence. Alors, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue... essentiellement hormonal, c'est... ça active la testostérone, ça te maintient jeune de sprinter. Et tu regardes
des champions d'endurance, des marathoniens, t'as des mecs, ils ont 40, 50 ans, ils sont bons, tu vois. Le sprint, les plus vieux, ils ont quoi, 32, 33 ans. Et parce que c'est une des qualités que tu perds la vitesse le plus rapide, enfin le plus tôt. Et le fait de maintenir ça le plus possible, ça te permet de vieillir aussi en bonne santé, de maintenir cette qualité le plus longtemps possible. Donc cette qualité, c'est l'explosivité, tu vois. Et du coup, c'est hyper important de maintenir ça parce que tu vois, là, on est jeune, tu vois, donc pas de problème. Mais quand on aura 75, 80 balais et qu'on devra se lever de notre chaise, si t'as pas maintenu, si t'as pas maintenu et la force et l'explosivité de la vitesse et ne serait-ce que tes fibres de type 2, et en fait tout devient très compliqué en fait. Et donc maintenir cette qualité le plus longtemps possible à travers le sprint fait que tu vieillis en bonne santé. Et moi j'ai 32 ans, je pense à des trucs de vieillir en bonne santé. De malade, c'est hyper important, ça je suis d'accord. Ça y est, ça commence à marchander dans le chat, il y a des gens qui demandent est-ce que le airbike c'est équivalent au sprint? C'est pas équivalent au sprint, c'est équivalent quand peut-être. Ils disent airbike, est-ce que c'est le bike attaque, le bike ça, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Moi je pense à ça. Ouais, non, c'est pas équivalent. On va dire ça peut être équivalent dans les filières énergétiques qui sont utilisées, tu vois, l'effort. Mais ça fait pas bosser pareil. Mais c'est pas pareil. T'as fait ta séance sprint ce matin? J'ai pas été. Ah, t'es pas été? Oh, mais t'as vu, il y a la piste d'athlétisme en bas. Attention. Oui. Mais ça revient à ce que je te disais au début, c'est sur l'équilibre. En termes d'énergie. Ok, d'accord. Tu vois, hier, j'ai envoyé des deadlifts à 190. Ce matin, je me suis dit, si je vais sprinter, ça aura un impact. Je vais me marave le corps. Ok. Ça aura un impact sur la qualité de mes réponses pendant le podcast. J'aurais été demeuré. Non, mais tu sais que hier, je sors de présentation du coup avec l'athlète dont je t'ai parlé. J'étais mort mentalement alors que j'étais assis sur un tabouret. Et quand je sors des podcasts, je sais que je suis je suis fatigué. Je me disais aussi, il va m'emmener à la salle après. Je sais pas ce que je vais lui donner, tu vois. On va faire du curl biceps. On va faire du curl biceps juste pour les photos, ça ira très bien. Ok, je sais pas du tout où je veux aller. Des fois, je sais pas trop où je veux aller. Hésite pas si toi t'as des questions. Tu m'avais demandé les trucs qui m'avaient le plus. Oui. Qui t'ont ouvert, qui t'ont pété la tête. Du coup, tu parlais de sprint. Mais je pense, moi, ce qui m'a le plus changé, en tout cas, et qui a le plus d'impact sur mon physique, c'est l'alimentation. Et donc, c'est ce que j'ai écrit un bouquin. C'était mon projet de début d'année que j'ai appelé la Power Diet. Et c'est ça qui, à mon sens, aujourd'hui, m'a le plus transformé. C'est cette alimentation, tu vois, alimentation pro-métabolique, ce qu'on disait un peu brièvement tout à l'heure. Et parce qu'en fait, ça fait longtemps que je mange que des aliments bruts, que je mange pas de fast-food, je fais pas de cheat meal, vraiment une alimentation exemplaire, tu vois. Sauf que même dans ce cadre-là, j'arrivais pas à avoir le même physique qu'actuellement. J'étais toujours un petit peu plus inflammé, un peu plus chubby, un peu plus flotteux, tu vois. Et je pouvais manger moins de calories aussi. Et c'est vraiment quand j'ai fait des petits ajustements en termes de supprimer les acides gras polyinsaturés, me concentrer sur des aliments très digestes comme les fruits, les jus de fruits, ce genre de choses, que là j'ai vu un changement, tu vois. Tu sais que à travers tes stories, tu m'as redonné le droit de boire des jus de fruits. Parce que pour moi, les jus de fruits, ça faisait des années. C'est non. C'est non, on touche pas à ça. Oh là là, mon jus de pamplemousse le matin, je te jure que je pense à toi le matin. Merci Samy, la vérité, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens dans le chat qui disent la liste d'aliments -S, elle carré vraiment. Donc tu partages dans ta Power Diet des aliments que tu recommandes. D'accord. Et du coup, c'est sur cette début d'année que t'as créé cette Power Diet, c'est ça? Et c'est quoi? C'est grosso modo, tu donnes des préceptes aux gens plutôt que voilà ton nombre de calories, ton nombre de ceci, ton nombre de cela. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la Power Diet, pour moi, c'est plutôt une approche, c'est une philosophie, et j'essaie de faire comprendre justement ce cheminement de la conversion des nutriments en ATP et pourquoi c'est important, pourquoi c'est central, et pourquoi quand tu maximises cette production d'énergie, tout se rééquilibre. C'est comme si le corps, naturellement, il tend vers un état d'abondance, d'énergie, de corps sec, musclé, ce que tu veux. Et que juste l'alimentation actuelle, moderne, fait qu'on en dévie. Et en remettant le corps en lui redonnant les bons nutriments,
il retrouve son équilibre et du coup, perdre du gras, construire du muscle, ça devient assez simple. Et moi, j'ai jamais autant progressé physiquement que ces derniers mois. Mais parce que voilà, je mange plus sans prendre de gras et tout redécoule de ce changement de mindset en fait. Ok. Sans livrer ta Power Diet entière gratuitement, c'est quoi la base? Tu dis aux gens, mangez des aliments bruts, remettez des glucides, soyez copains avec les glucides. C'est ça. C'est quoi les préceptes les plus... Les principaux préceptes principaux, c'est premièrement enfin peut-être pas premièrement, mais dans le désordre, il faut minimiser le stress. Minimiser le stress et maximiser cette conversion des nutriments en énergie. Et il faut comprendre quels sont les principaux blocages. On a parlé un peu des acides gras polyinsaturés. Un autre blocage dans cette conversion, c'est ce qu'on appelle les endotoxines. Et ce sont des toxines qui sont produites par dans nos intestins. Et ça remet aussi le rôle... Et c'est un truc que j'avais complètement... moi, ça me passait au-dessus de la tête. La qualité de ma digestion, mon microbiote. Pour moi, c'était un truc de hippie, tu vois. Genre, un truc de naturopathe, je sais pas quoi. Et en fait, quand j'ai compris à quel point c'était central d'avoir un bon microbiote, de limiter la production justement de ces endotoxines, parce que ces endotoxines viennent littéralement flinguer, attaquer en fait tes cellules et leur capacité à produire de l'énergie. Une fois que j'ai corrigé cette alimentation pour limiter la production de toxines, en fait, je me suis rendu compte que vivre sans ballonnement, sans flatulence, et en fait, déjà, c'était possible et que c'est comme ça que l'humain doit être censé fonctionner. Ouais, tu vois. Et je pense que 95% des gens ont des problèmes de digestion, ont du mal à... Dès qu'ils mangent quelque chose, ils se sentent ballonnés, ou alors ils sont inflammés, mais tout revient à la qualité de la digestion et à cette question des endotoxines, des toxines qui sont générées dans les intestins. Et du coup, j'ai appris à choisir les aliments, et c'est ça que je recommande dans la tailleur, dans ma liste, à choisir ces aliments-là qui vont minimiser la production, la fermentation, la production de toxines, et avoir une excellente digestion. Si tu as une excellente digestion, tu as une excellente absorption des nutriments. Si tu as une bonne absorption des nutriments, c'est plus d'énergie, de potentiel d'énergie disponible, parce que j'ai bien c'est une meilleure conversion, et c'est tout ce cheminement-là, tu vois. Donc il y a cet aspect-là, avoir centré ses aliments, son alimentation autour d'aliments qui sont bien digérés, éviter tout ce qui pourrait causer du stress, enfin activer les hormones du stress, comme jeûner. Tu vois, par exemple, tu te réveilles le matin, toute la nuit, ton corps, ton foie, il a utilisé ses réserves de glycogène pour maintenir ton cerveau, parce que le foie, c'est la réserve d'énergie de ton cerveau, tu vois. Parce que ton cerveau peut pas stocker de glycogène, et donc c'est le foie qui fournit, tu vois. Et donc pendant la nuit, pendant que tu dors, ton foie, il va fournir l'énergie, le glycogène au cerveau, et le matin, c'est le moment de la journée où tu as le plus de stress, la sécrétion élevée de cortisol. Et donc, maintenant, ce que je fais le matin, première chose que je fais, c'est que je consomme des glucides, un jus de fruits ou des fruits, peu importe, pour, réduire le cortisol avec l'action du sucre. Et consommer du glucide dès le matin réduit ta cortisol, parce que c'est quoi? Ça rassure ton système? T'inquiète, il y a de l'énergie qui arrive? Voilà, en fait, le sucre, enfin le glucose, inhibe le cortisol. Ça réduit, c'est en opposition, tu vois. Et donc quand tu consommes du glucose, ton corps il dit en fait là j'ai plus besoin d'activer les hormones du stress pour faire remonter ma glycémie, parce qu'il y a du sucre qui arrive, et donc je réduis mon cortisol. Et en plus du coup ça permet de refaire le plein de glycogène hépatique, et si ton foie il est plein en glycogène, et ça active tes hormones thyroïdiennes. Enfin, il y a une cascade de choses. Et en fait, quand tu vois l'alimentation plus seulement à travers juste le prisme calories in, calories out, et au milieu, c'est une machine, mais que tu te rends compte qu'il y a plusieurs couches avec les hormones, les cellules, la digestion, en fait, tu as un monde qui s'ouvre. Et ce monde, il est exigeant, il est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire la Power Diet, pour le rendre le plus accessible et le plus simple possible en termes de choix de vie au quotidien, tu vois. Genre, qu'est-ce que je mange? La question finale, c'est qu'est-ce que je mange? C'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets dans mon système. Les gens dans le chat, je vois toutes vos questions. Il y a une question qui est remontée, qui date de plusieurs messages. Donc, je tiens à vous dire, je vous regarde tous. J'ai envie d'aller du coup vers ce sujet. Mais je préfère qu'on le raconte sous format histoire. Quelqu'un demandait au sujet de l'entraînement
des filles versus les garçons. Ouais. Moi, je me rappelle d'une story que tu avais postée qui m'avait bien marqué. Okay. T'étais dans une salle de sport à Bali et t'as vu une séance de hit où les meufs s'anéantissent la gueule. Ouais. Et t'as expliqué pourquoi c'est pas bien. Ouais. Pourquoi les filles et les hommes déjà doivent pas s'entraîner de la même manière? Tu peux m'expliquer ça? Je pense pas qu'elles doivent, je pense pas qu'ils doivent pas s'entraîner de la même manière. Je pense que c'est des questions de préférence. Ok, d'accord. Je vais revenir sur ta question. Bien sûr, mais pour moi, j'ai plein de femmes qui font mes programmes, qui font peu importe les programmes. C'est juste que souvent, les femmes qui me contactent par rapport au programme, leur question sous-jacente, c'est est-ce que je vais devenir trop balèze? Tu vois, elles ont pas envie d'avoir des grosses épaules, un gros dos. Et mes entraînements, ils sont athlétiques. Et en fait, ils font travailler l'ensemble du corps. Et donc oui, en t'entraînant de ma façon, tu vas développer des muscles que tu n'as peut-être pas forcément envie de développer en tant que femme. Tu vois. Et ça, je peux le comprendre. Mais donc ça, c'est un point. Et par rapport à la story à Bali, le problème, c'était pas que c'était des meufs, c'était le type d'entraînement. C'était un tu peux me raconter l'histoire? Tu rentres dans ta salle? J'étais à Lombok, donc c'est à côté de Bali. J'étais à Lombok, j'étais dans une salle, une très belle salle, CrossFit. Ils faisaient des cours. Et moi, j'allais pour faire ma séance. Et je vois un cours collectif qui s'appelait... souhaite quelque chose. Le but, c'était de te faire transpirer. Tu vois, c'est dans le titre. Et je regarde la séance, que c'était affiché sur la télé. Et c'était, en fait, il y avait 10 exercices. Et chaque exercice était soit 100 répétitions, soit 100 calories. Donc, tu vois, en fait, ça a été écrit avec le cul. C'est vraiment, d'accord. Donc, c'est genre, il te fait faire un paquet de burpees, il te fait faire du ski pendant 100 calories. Du rameur peut-être pendant 100 calories. Voilà. Okay, et donc, en fait, ça a respecté aucune règle, aucune logique de l'entraînement. C'était juste, ça rend bien 10 x 10, 10 exercices 100, enfin... Et ça ne respecte, ça va ni te faire développer ta force, ni ton endurance musculaire, ni quoi que ce soit. Ça va juste te matraquer le corps pendant 35 minutes. Et le time cap, c'était 35 minutes. Et donc, quand tu vois ça, toi, tu te dis, ça va juste péter ton cortisol, quoi. En fait, et le problème de ce genre d'entraînement, c'est que c'est excessivement stressant pour le corps de te matraquer la gueule pendant 35 minutes. Mais à la rigueur, tu te matraques la gueule, c'est cool. Si ça développe quelque chose, tu vois. Mais là, c'est pas suffisamment structuré pour développer quoi que ce soit. Donc à la fin, les gars, ils ressortent ils ont généré énormément de stress. Récupérer ce genre de séance, ça va te prendre 3 jours. Donc pendant 3 jours, y a un test que j'invite tout le monde à faire pour voir si ta séance elle était bien dosée. Est-ce que à la fin de ta séance, t'es censé être un peu fatigué, c'est normal. Mais si t'es alité tout le reste de la journée, t'as pas l'énergie pour faire quoi que ce soit, et le lendemain t'es fatigué, c'est que ta séance a été trop intense. T'es pas censé ressortir d'une séance cramé, tu vois. Et du coup, ça, c'est le genre de séance que les gens font, et parce que les gens se sentent bien en sortant de ça, parce qu'ils ont l'impression d'avoir fourni un énorme effort. Ce qui est vrai, ils ont fourni un énorme effort, mais c'est un coût excessivement élevé pour le corps en termes d'énergie et pour un retour sur investissement qui est minable. Et c'est pour ça que les gens qui font uniquement ce genre de choses, ils développent pas un bon physique. Pour résumer, ils développeront pas un bon physique parce que ça n'active pas les bons leviers pour construire des bonnes adaptations. Ça génère beaucoup de stress. Qui dit beaucoup de stress dit activation du cortisol, stockage excessif du gras, parce que le corps il a des mécanismes ensuite quand il est dans une situation de stress, tu vois. Il va surstocker du gras, il va ralentir son métabolisme, tu vas beaucoup cataboliser, donc tu vas détruire de la masse musculaire, et si tu détruis ta masse musculaire, tu réduis encore plus la capacité de ton corps à processer des calories, et donc en fait tu crées un cercle vicieux je vois. vers le... Tu vois comment je le traduis, moi? J'avais fait une Insanity pour perdre mon gras. Oui. Tu vois, t'as perdu tes muscles. J'ai perdu mon gras et j'étais devenu fort que à ça. Oui. Tu me donnes du hit, petit temps de repos et je repars. Je suis fort à ça. Mais du coup, au foot américain, ça m'a aidé. Parce qu'au foot américain, c'est exactement le même exercice. C'est on s'anéantit la gueule pendant 10 secondes sur un play et 30-40 secondes de pause et on refait. Donc, ça s'est traduit dans mon sport. Mais par contre, oui, ça se traduisait pas à la salle de muscu. J'étais pas plus fort. Non, j'étais pas. C'est. Ouais, totalement. Et tu regardes des boxeurs.
pour la spécificité de leur pratique, ils doivent faire ce genre de séances, ce genre des séances en tout cas avec très très peu de temps de repos, qui se rapprochent du HIIT, mais c'est parce que c'est le besoin du sport qui veut ça, tu vois. Mais les gens qui participent à ce genre de séances, eux, ils se disent juste, je vais brûler un max de calories, et plus je vais brûler de calories, et plus je serai fit, j'aurai les abdos, tu vois. Et en fait, c'est toute la logique derrière qui est pas bonne, et qui est néfaste et contre-productive, en fait. Ok, d'accord. Pour rester sur le sujet hommes et femmes, ils avaient demandé dans le chat, un homme et une femme doivent manger la même chose selon ta Power Diet? Dans les règles, oui. Ouais. Dans les, on va dire dans les grands principes. Mais après, les quantités, ça va dépendre, oui, des individus. Aussi, par exemple, la masse musculaire. Moi qui suis relativement sec avec une bonne masse musculaire, je peux me permettre de consommer plus de lipides. Tu vois, être plutôt autour des... Moi, la tranche que je recommande en termes de lipides, c'est entre 25 et 40% des apports caloriques. Une personne qui a une grosse masse musculaire, j'ai tendance à conseiller d'être plus proche des 40%. Parce qu'au repos, tes muscles, leur substrat favori, ce qu'ils vont utiliser pour se maintenir, c'est les acides gras. Et donc, il faut, pour maintenir du combustible en fait, pour tes muscles, des acides gras, tu vois, des lipides. Par contre, si tu as moins de muscles, tu as déjà besoin de moins de calories et de moins de lipides. Tu vois. Peut-être être plus proche des 25%. Donc, c'est du cas par cas. Et aussi, un des grands principes de la Power Diet, c'est de consommer uniquement des aliments que tu digères facilement, qui ne créent pas de stress digestif. Et donc, le même aliment, toi, tu vas pouvoir le tolérer, pas moi, alors qu'il peut être très bien classé dans ma liste. Si moi, je le digère pas, je vais pas le consommer. Parce que ça va fermenter, j'aurai des gaz, des ballonnements, ça va libérer des endotoxines. Et après, il y a toute la cascade de stress et de réponses immunitaires qui sont en place. Donc, toi, c'est vraiment comme ça que tu testes un aliment. C'est tu le rajoutes dans ta diète. Ouais. Est-ce que je rote? Est-ce que je pète? Est-ce que j'ai mal au bide? Exactement. Et est-ce que ça m'aide à avoir plus d'énergie ou moins? Exactement. S'il y a un oui qui me plaît pas, ça dégage. Et dans la Power Diet, il y a même un tableau justement de ces symptômes-là. Tous les aliments, il y a des aliments qui sont à peu près à 99% sûrs que ça passe pour tout le monde, mais tu as d'autres qui sont très bien. C'est selon la personne. C'est selon la personne. Et donc dans ces cas-là, tu as une espèce de petite algo, un petit tableau. Est-ce que j'ai ce genre de symptômes après les avoir consommés? Et si c'est oui, malheureusement, peut-être que ton corps, là, tout de suite, il n'est pas en état de les processer, mais peut-être dans 2 mois, ça sera bon. Mais parfois, il te manque juste les enzymes pour processer. Et dans ce cas, c'est plus néfaste qu'autre chose. Toi, tu as peut-être du contenu à faire avec un gastro. Tu discutes avec un gastrologue, je sais pas si on dit un gastrologue. Gastro-entérologue. Un docteur, un gastro-entérologue, merci beaucoup. Peut-être que tu aurais du contenu à faire avec un gastro, tu vois, peut-être, ouais. Faire voir. Après, j'imagine que... entre un gastro et un autre, il va voir ta Power Diet et il aura quelque chose à dire, tu vois. Oui, certainement. Et après, je suis quand même assez conscient que ce que je mets en avant, ce que je pousse comme alimentation, tout est sourcé, s'appuie sur des études scientifiques, sur plein de choses, mais ça peut aller à l'encontre de la doxa, tu vois. Et en fonction de comment tu interprètes les études, tu peux te dire, ok, non, ça n'a pas de sens, et au contraire de dire, ça a complètement du sens, tu vois. Et donc, il n'y a pas de vérité absolue en alimentation. Moi, j'ai trouvé en tout cas une méthode, une approche qui est structurée, fondée, et qui m'a donné les résultats que j'attendais. Énergie, libido, construction musculaire, tout est au vert. Et donc, je vois aucune raison, dans les modèles alternatifs qu'on propose, calories in, calories out, machin, de changer, en fait. Ok, d'accord. Mini débat dans le chat, je le prends. Peut-être que ça, on va régler ça en 2 secondes. Vraie question, qu'est-ce que tu penses du fait de rincer le riz? Quels sont les bénéfices entre enlever l'amidon avec le rinçage? Pour moi, je suis team, mais tu laves ton riz. Moi, je lave mon riz. Ouais. Bien sûr, on va pas la tête. Ok, c'est bon. Débat fini. Merci. Trop bien. Tu repars quand? Je repars le 20. Qu'est-ce qui te manque de France quand t'es là-bas? Ça peut être la bouffe, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Par ta famille. Je pense qu'il manque, c'est les soirées, les festivals. Ouais. On a une culture de la soirée, de la teuf en France et en Europe. T'es en Thaïlande quand même. En Thaïlande, je crois que ça fait la teuf. Ouais, mais c'est des teufs en mode beach club. D'accord. Tu vois, moi j'aime bien les festivals où t'es au milieu de la foule, t'as un DJ qui fracasse tout et
Ça j'aime bien, ça me plaît, tu vois. Ça manque. Mais Ok. ça, c'est pas trop la culture d'Asie. Je pense que c'est très européen, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui me manque pas mal. Bon, hormis ma famille et tout, ça, évidemment. Bien sûr. Et sinon, je pense que c'est les bons produits laitiers. Ouais. Ouais, genre... Tu sais que. Mais moi, des fois, je m'envoie des trucs. Je dis putain, mais merci la France quand même. Ouais, Parce qu'on a vraiment, des ouais. trucs, on peut se faire plaisir. Ouais. Et c'est pas mauvais. Genre, je pense que cette année, sur les 2 dernières années, Ouais. je vais vers une alimentation un petit peu comme ça. Mais waouh, qu'est-ce qu'on peut se faire plaisir C'est niveau ouf, hein. laitier et c'est pas nul pour C'est notre corps. incroyable. Non, mais Parce c'est- qu'on c'est- nous a éduqué, attention le fromage, mais il y a plein de bonnes choses. Ouais. Donc là, t'es une semaine en France, Ah, qu'est-ce mais- que tu t'envoies? Je m'envoie, je pense, à peu près 1 litre de lait entier par jour. Entier, même pas demi-écrémé. Non, entier. Bah, je sais, j'ai besoin de à peu près 40% de matière grasse. tu vois. Ouais, Donc, il faut les trouver quelque part. donc faut tu vois. donner. Il faut y aller. Donc, ouais, je me fais des verres entiers de lait, du fromage aussi. Mhm. Enfin, des genre fromage de chèvre. J'aime Ouais, pas le t'aimes fromage bien. de chèvre, ouais. Ok. Donc, ça y va. Et le miel. Le miel. Le miel de chez nous. Ouais, il est, franchement. ouais. Et ouais, globalement, c'est. Après, vu que je mange pas de gluten, la baguette, c'est pas un truc qui. Ouais. Tout ce qui est pâtisserie, tout ça. Ouais. enfin- Je pense que je vais me faire un flan quand même. Ah ouais? Ouais. C'est Ouais. ton- Ah, c'est- t'es mon dans truc. ça Ouais, c'est mon truc. Ah, ça va, t'as beaucoup d'œufs dedans. Enfin, c'est. Je pense t'as moins de dans les- gluten. dans- C'est peut-être la pâtisserie qui a le moins de gluten. Exactement. Et je pense dans les pâtisseries, c'est la plus power diet friendly. Plus tu vois. ok. Au final, c'est quoi? C'est des œufs, du lait, du sucre, T'as du sucre. un peu de farine. voilà. Mais, ça va me tuer. Ouais, bah ouais. Mais ouais, non. C'est ça ton truc. Ouais, Ok, ça. on a enfin trouvé son cheat meal. Faut t'envoyer un bon flan avant que tu repartes. Ok, trop bien. Donc ce qui te manque, en résumé, les festoches Ouais, et le fromage. à peu près. C'est vraiment ça. À peu près. Parce qu'en vrai, surtout à Bangkok, t'as accès à tout. Et je pense que les gens ont une mauvaise image de Bangkok. Tu vois, pour beaucoup, ils vont en Thaïlande, ce qui les intéresse, c'est la plage. Et Ouais. c'est normal, quand t'as 2 semaines de congé, t'as envie d'aller à la plage, tu vois. Et Bangkok, ça peut être assez anxiogène. Et du coup, les gens, ils passent en coup de vent. Ils passent 2-3 jours, ils voient 2-3 temples et ils s'en vont. Et je comprends. Mais quand tu vis dedans, après, tu peux commencer à faire des side quests, tu vois. Ouais. Et genre là, C'est quoi tes side quests? Bref, genre. Allez, pour Les m'éclater une après-midi, mais que des trucs atypiques qui te font kiffer, toi. Qu'est-ce que tu m'emmènes où? bah, moi, j'aime beaucoup marcher, explorer. Ok. Et tu vois, en termes de side quest, c'est-à-dire que là, par exemple, je cherche un appartement à Bangkok. Je vais pas regarder dans les coins hyper touristiques comme là où tu pourrais aller quand tu vas 2 jours. C'est un peu l'équivalent si tu viens à Paris, tu sais, tu vas aller voir la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. tu vois. Oui, tu veux. Là, je suis dans le 14. Ouais. Tu vois Voilà. ce que je veux dire, tu vois. Et donc là, j'explore ce genre de coins Ok. qui sont plus aérés, plus il y a moins de trafic, les salles sont incroyables. Et ouais, du coup, je mange dans des petits restaurants là-bas. Enfin, Ouais. C'est ça les side quests. c'est ça mes de side quests, là-bas. tu vois. Ouais. Ok. Dans le chat, juste Thomas, t'avais écrit une question sur la pomme de terre, la patate douce. N'hésite pas à la remettre, mais un peu plus condensée, parce que t'avais envoyé un beau pâté, je l'ai pas pris. Renvoie la question et je te reprendrai. Trop bien, Savi. Écoute. Et là, ouais, c'est vrai que le lait à 2 en France, on n'en trouve pas. C'est quoi le lait à 2? En fait, t'as 2 types, en gros, de vaches, en quelque sorte. T'as les vaches traditionnelles qui produisent du lait, ce qu'on appelle A1. Et A1, c'est le type de protéines. Enfin, là, faut pas me citer, tu vois. Mais, en gros, mais l'idée, c'est que tu as des laits, des vaches A1 et A2. Et les laits de type A2, c'est une forme de caséine qui est beaucoup plus assimilée par certaines personnes qui ont des problèmes avec le lait. Ah, ok, d'accord. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le lactose, par exemple, Ok. qui pensent avoir du mal avec le lactose, mais le problème, c'est pas le lactose, c'est le la type de- caséine. la caséine, d'accord. C'est justement, c'est A1 ou A2. Ok. Et quand tu as des problèmes, tu digères pas très bien le lait, ou par exemple, tu peux avoir un peu cet effet de gonflement, Ouais. ou de brouillard mental. Foggy, ouais, Ouais, je vois. c'est pas tant le lactose, parce que le lactose, ça peut plutôt te causer des problèmes type de digestion, tu vas avoir la coulante, tu vois. Ouais. C'est plutôt la caséine du lait, et dans ces cas-là, vaut mieux aller vers du lait A2. Ok. Et en fait, c'est une caséine. Ah, et donc dans d'autres pays, il y a Et précisé c'est écrit du lait A1 à A2. A2. Ok, c'est intéressant ça. Le lait entier passe du coup, si j'ai compris. Bon, je sais pas. Moi, le lait entier, c'est du lait microfiltré ou du lait cru. Ok. Tu vois. Et en fait, du coup, moi j'essaie d'éviter un peu le lactose, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué que quand je consomme du lait entier, microfiltré ou du lait cru, et ça, il n'y a pas en Asie. Ça, c'est un truc, voilà, il y en a en France, peut-être en Europe. Mais en fait, il y a encore les enzymes du lait qui sont dedans, qui n'ont pas été détériorées par la pasteurisation. Et ça devient hyper facile à digérer. Ok. Et du coup, tu peux consommer le lait sans avoir tous les effets néfastes
quand t'es assez intolérant. Tu vois. Ok, donc toi, tu consommes du lait entier et cru plutôt quand t'es ouais, ou microfiltré. D'accord, trop bien. On arrive dans la partie du podcast où j'ai plus aucune question, mais juste c'était trop cool de discuter. On peut se relancer sur n'importe quel sujet. Si t'as des questions pour moi, des interrogations, franchement, feu à volonté, c'est le moment. Tu vas faire quoi comme séance après ? Qu'est-ce que je voudrais faire comme séance ? Là, t'es avec franchement, moi là, tu m'as dit on va faire des bras, ça me va, tu vois. Ça te va ? T'as pas envie de tester un truc un peu plus spicy si tu veux me faire essayer un exercice, ça, je suis chaud, tu vois. Moi, j'aime bien je suis fier de ma détente et tout, hein, si tu veux me faire sauter sur des trucs, etc., avec plaisir. Mais non, j'avais pas de séance. Dites-nous dans le chat, ceux qui sont en live, vous pouvez décider. Qu'est-ce que ceux qui sont dans les programmes de Samy, dites juste un exercice que vous voulez qu'il me fasse tester. Dites-moi juste ça. Il y a Kips Mims qui est dans les commentaires qui demande: le programme d'entraînement aide-t-il à améliorer la performance sur les terrains pour les sports collectifs, etc. Non, j'imagine que t'es sur les capacités athlétiques, mais bon. Oui, mais tu vois, au final, un athlète, c'est la même base athlétique, et après, il y a la spécialisation du sport, tu vois. Ouais. Mais un athlète, il a quand même besoin surtout du basket, il a besoin de courir, de sauter, d'avoir une bonne proprioception, de la force et des muscles pour encaisser les coups, tu vois. Ouais. Et donc, mes programmes préparent à ça. Et après, il y a le jeu spécifique. Oui, va voir tes coachs. Va voir tes coachs, tu vois. Va voir tes coachs. Mais du coup... Ça y est, j'ai osé dire que j'aimais pas les Nordic Curl. Premier truc qui sort, fais les Nordic Curl. En fait, moi, ce que j'aime pas dans les Nordic Curl, c'est déjà, tu te sens comme une grosse merde quand tu commences parce que t'arrives pas à en faire une. Ça, c'est normal. Et de deux, c'est relou à mettre en place dans une salle de sport des Nordiques. Mais tu sais qu'en plus, ça existe les machines qui sont très simples. C'est comme les machines pour 6-6 squat. Tu vois, juste tu cales tes pieds, et bah ça existe l'équivalent pour les Nordiques, mais tu trouves pas ça dans les salles. Bah ça se trouve en bas, tu me diras, c'est ça, Samy, en fait. Du coup, t'es obligé de faire un setup technique pour un exercice qui nécessite pas grand chose. Oui, c'est vrai, je suis ou un pote qui te tient les pieds, ça suffit. Ou un pote, c'est ça. Donc ça y est, là, dans le chat, c'est en train de balancer tous les exercices qu'on devrait faire cet après-midi. Mais non, c'est cool d'avoir pu discuter, se poser comme ça. Ouais, bah c'est très sympa d'être T'aimes bien l'exercice ? Ouais, ce que je te disais, c'est la première fois que je faisais un live et un podcast. Je savais même pas que j'allais être en live d'ailleurs. Ouais, bah, en fait, il m'a dit oui. J'ai fait, si je lui explique trop, ça va être trop d'infos. Il m'a dit oui hier soir. J'ai fait, vas-y, juste viens et puis on verra. Non, des tips pour le sommeil, ça c'est un sujet sur lequel je vois dans le chat, c'est un sujet sur lequel tu t'aventures pas de malade, j'ai l'impression. T'en parles pas de fou. Non, mais en fait le sommeil pour moi c'est juste la résultante de ta journée et de ton état global, tu vois. C'est-à-dire que les problèmes des gens avec le sommeil, c'est souvent ils se réveillent la nuit, genre à 3-4 heures du matin, mais ça c'est à cause souvent c'est à cause des hormones du stress qui sont activées, parce que ton foie manque justement de glycogène pour ton cerveau, et donc ça active les hormones du stress pour de sortir du sucre en fait, en catabolisant des tissus, et c'est ce qui fait que les gens se réveillent à cause de cette sécrétion des hormones du stress. Et donc quand tu règles ton alimentation et on va dire ta vie globalement, le stress, bah, ça a tendance à corriger un peu le sommeil, on va dire un peu naturellement, tu vois. Et c'est pour ça que après il y a quand même des tips que je peux donner évidemment. Par exemple, consommer des glucides le soir avec des lipides permet d'avoir du coup suffisamment de sucre pour le cerveau pour toute la nuit et pour le foie. Et les lipides, ça va ralentir l'absorption, donc tu n'auras pas un pic comme ça, un pic glycémique. Un pic glycémique, tu auras une diffusion assez lente du sucre, et donc ça peut te permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité, de dormir plus longtemps sans te réveiller à 3h du matin et ne pas réussir à te rendormir, tu vois. Il y a ça. Et après, il y a les techniques, on va dire, qu'on entend un peu partout, type couper son téléphone et tout. Mais moi, je le fais pas, tu vois. Donc, je me sens pas à l'aise à promouvoir des trucs, sachant que là-dessus, je suis très mauvais élève. Je garde mon téléphone jusqu'à la fin et je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que j'arrive à dormir malgré. Mais si vous avez un sommeil très léger ou des problèmes, peut-être ne pas avoir de téléphone avant de dormir, ça peut être cool. D'accord. Tu parles jamais de compléments alimentaires parce que tu prends pas de compléments ? Je prends des compléments, Je prends des compléments. Parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui parle de protéines et créatine. Tu prends créatine ? Je prends la créatine, ouais. Je prends depuis 2 mois. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est le complément le plus recherché. C'est le truc qui revient tout le temps. Et que c'est un truc incroyable pour ton cerveau. Toi, c'est comment ? Ça fait 2 mois que tu prends de la créatine, toi, c'est comment ? Et bah, j'étais assez dubitatif, c'est pour ça que j'en prenais pas avant. Mais du coup, j'ai tout réglé d'un point de vue
mon alimentation. Et quand j'étais sur un bon terrain, là, je me dis, je peux rajouter la créatine et je verrai un peu les effets, tu vois. Et effectivement, j'ai gagné en force, j'ai gagné en masse musculaire, en explosivité, certainement aussi un peu, tu vois. Donc, et en fait, les bénéfices de la créatine, ils sont d'un point de vue athlétique. Tu sais, genre, tu utilises cette filière de 0 à 30 secondes, c'est la filière énergétique que tu utilises avec la phosphocréatine. Donc la créatine pour ça c'est utile, mais je pense que les vrais bienfaits bénéfices ils sont aussi au niveau du cerveau, de la digestion. Et moi j'en prends depuis 2 mois et comme je te disais, je suis plutôt content. Donc je maintiens la créatine. En fait j'ai aucune raison de l'enlever. C'est surtout comme ça, j'ai aucune raison de l'enlever. Et sinon en termes de compléments à côté, je prends essentiellement des vitamines. Un complexe de vitamine B, parce que c'est hyper important la vitamine dans cette conversion des nutriments en énergie. Tu as besoin de cofacteurs pour produire de l'ATP. Et si tu peux apporter tout le glucose que tu veux ou tout le fructose ou ce que tu veux. Si tu mets pas la structure pour que ça convertisse. S'il manque pas les cofacteurs, c'est comme si tu essayais de produire une voiture. Tu as toutes les pièces, mais à la fin il te manque les pneus. Elle sort pas ta voiture, elle sort pas de l'usine. C'est pareil avec l'ATP et les vitamines. Et donc le magnésium. Pourquoi B en particulier ? Ouais, vitamine B, parce que ça intervient principalement. Avec tous les fruits que tu manges, t'as besoin de supplémenter ? C'est une vraie question. Je pense que ça serait peut-être pas nécessaire, mais ça couvre. Au moins, pas de doute. Tu vois. Je prends mon complexe de vitamine B et c'est bon. Je prends la vitamine E parce que c'est le plus puissant des antioxydants. Tu vois. Je prends quoi ? La vitamine D. Moi, je me demandais, parce que moi, la vitamine D, c'est ce que je viens de rajouter, que j'aime beaucoup. J'ai senti bien la différence en l'espace d'un mois. Et je m'étais dit que toi, avec tout ce que tu consommes et que tu es en Thaïlande, donc le soleil, je m'étais dit peut-être que tu n'en aurais pas besoin. Mais bon. On va dire que c'est moins central, tu vois, vu mon contexte. Mais du coup, moi, j'ai un truc vitamine D3 et K2. Je le prends comme ça par habitude. Et après, je prends quoi d'autre ? Je prends la whey, j'en prends pas. Je consomme pas de whey. Tu prends ta protéine. Vu que je consomme 130 grammes par jour t'as pas besoin de rajouter un shaker. Pas besoin de rajouter un shaker en plus. Je prends quoi ? Je prends des coenzymes Q10. C'est quoi ça ? Je sais même pas. Pareil, ça intervient dans toute la chaîne de production énergétique dans les mitochondries. Et c'est tout ce que je prends. Coenzyme Q10 et les vitamines. D'accord. Moi, je suis sûr. Magnésium et zinc. Ouais. Le zinc, je l'ai pas. Mais le magnésium, je trouve, c'est génial pour mon sommeil. Le zinc, je l'ai pas. Ça a changé quelque chose dans ta vie ? Non. C'est un des seuls que je le saute régulièrement. Tu pourrais le sauter. Ok, d'accord. Trop bien. Écoute, je pense qu'on va se diriger tranquillement vers notre séance. C'était trop cool de faire ça avec toi. Ouais, c'était très sympa. Trop bien de discuter comme ça. Le chat, j'espère que vous avez kiffé. Si vous nous écoutez en rediffusion, mettez bien 5 étoiles. Je vais mettre les détails en lien en bio. Et j'ai oublié une question, donc du coup, non, c'est faux départ. Non, sujet business. J'ai oublié de te parler business. Est-ce que tu es obligé de sortir des programmes est-ce que tu te dis, ok, 2026, il faut que je sorte 3 programmes sur l'année pour que mon business tourne, ou tu sors un programme que quand c'est bon, c'est abouti? Je sors un programme quand je sens qu'il manque un truc dans le tableau. Moi, ce que je veux, c'est de faire en sorte que les gens ils soient athlétiques. Ils partent, c'est comme un cheminement, tu vois. Et quand je sens qu'il manque une pièce du puzzle dans le cheminement, je crée un programme. Et donc là, je vais pas créer de nouveau programme. Je pense que... Donc toi, les gens qui arrivent dans ton univers, qui arrivent sur ton site, ils prennent pas le tout dernier programme qui vient de sortir, c'est ça? Non, ils commencent par le fondation. Parce que, vas-y, explique. Parce que il faut développer les qualités une à une pour arriver à cette finalité qui est d'être le plus explosif possible. Et pour être explosif, il faut de la force, il faut de la vitesse. Pour développer la force, tu peux la développer spécifiquement, mais il faut aussi développer ta masse musculaire. Pour développer ta vitesse, il faut aussi préparer tous tes tendons. Et en fait, c'est un peu comme un jeu de tiroir, tu vois. Et si tu veux aboutir à être le plus explosif possible et envoyer des power clean, sprinter, machin, il faut avoir préparé tout le terrain. Et c'est pour ça qu'il y a tout un cheminement de fondation 2, fondation 1, fondation 2, masse, qui est focus sur développer ta masse et ta force. Cette masse et cette force, ensuite, tu l'utilises pour exprimer de la puissance et de la vitesse avec ultra. Et donc, tu as vraiment tout ce cheminement-là. Et donc, je pense qu'en termes de programme,
Je pourrais créer des programmes supplémentaires, mais ça serait des satellites, tu vois. Ce serait pas plus nécessaire. Voilà. Ok. Et donc parmi tous les programmes que tu m'as listés, c'est quoi le pourcentage de tes coachés? Ils sont où? Principalement. T'as majoritairement des gens en fondation, j'imagine? Majoritairement en fondation et masse. Ok. Ultra, du coup, ultra c'est plus spécifique. Ultra, c'est si t'as envie de sprinter, t'as envie d'être très très athlétique. Mais ça nécessite quand même pas mal déjà c'est un coût d'entrée qui est plus élevé. Là, aux fondations, n'importe qui soit quelqu'un qui fait du bodybuilding ou de la musculation, qui se sent pas athlétique, parce que pour avoir voyagé dans beaucoup de pays, fait je sais pas combien de salles, tu vois les profils des gens. Tu vois. C'est intéressant ça. Et les gens, je pense que globalement, ils font de la muscu, mais c'est pas athlétique. Il y a vraiment cette frontière. C'est quoi le pays où les gens sont au global le plus athlétiques avec tout ce que t'as voyagé? Je pense que c'est la France. Hein. Ah ouais, on est bien. Ouais, je te jure. On est bien. Je pense que. Putain, cocorico, allez, le fromage. Je pense que c'est en France. Je vois dans les. En fait, il y a cette culture ici aussi du street workout, de la calisthénie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ça du tout au niveau du street workout. Et même, t'as beaucoup de mecs qui font du sprint ou de l'athlétisme. Je pense qu'en France, on est quand même un pays du sport. Et tu peux retrouver ces qualités-là chez pas mal d'athlètes. Et alors que, tu vois, quand tu vas en Thaïlande. Quels sont les pays mauvais élèves? C'est quoi les pays où les gens sont les moins équilibrés comme athlètes, je veux dire? Après, je te parle des pays que j'ai vus. Hein. Mais pour moi, en Thaïlande, les salles, les gens ils font que de la muscu sur machine. Je vois très rarement. Enfin, je pense pas avoir déjà vu des gens en Thaïlande envoyer des gros clean, à part dans les box de CrossFit. Et souvent, c'est des étrangers, tu vois. Mais sinon, la plupart des gens que je vois dans les salles, ils font de la muscu classique. Là où en France, je vois parfois des gars sauter, des gars faire des trucs. Tu vois. Donc, je pense que. Et du coup, je pense qu'il y a pas encore suffisamment cette culture de l'entraînement athlétique. Et c'est ce que j'essaye d'immiscer un peu chez les gens. Genre, c'est bien que tu fasses de la muscu, c'est superbe. D'ailleurs, c'est une partie importante d'un entraînement athlétique comme moi je le visualise. Mais si tu veux développer un physique harmonieux, et aussi c'est souvent ça, les gens développent pas un physique harmonieux parce qu'ils font ce qu'ils aiment, tu vois. Et tu vois, les mecs ils arrivent, ils vont à la salle, ils s'assoient sur le banc sur la machine de bench press, et donc ils ont souvent un haut du corps qui est très musclé, mais le bas suit pas, tu vois. Alors que quand tu t'entraînes de façon athlétique, aux charges libres, tout ton corps, tu le sollicites, tu vois. Et ça crée pour moi un physique qui est plus harmonieux. Mais parce que tu sollicites tes muscles, tu vois. Tu sollicites le tout. Dans le chat, ils disent il n'y a que Samy le fou en Thaïlande pour retourner la salle à chaque séance. C'est vrai. C'est cool, ça fait plaisir pour la France ce que tu dis. Ça fait plaisir. Je le pense. Et en vrai, dans beaucoup de sports collectifs, c'est dit qu'en France, c'est là où ils vont chercher les meilleurs athlètes. En football, on a beaucoup de gars on est considéré comme un des centres physiques. En foot américain, dans le monde d'où je viens, en Europe. Ils viennent chercher les athlètes extérieurs chez nous. Ça me surprend pas. Ils disent c'est eux les gars les plus agiles et forts et complets. En basket, on le voit, les gars qu'on arrive à sortir. En fait, en basket, athlétiquement, seulement athlétiquement, on est le seul pays qui peut regarder les yeux dans les yeux les Américains. Et les Américains, ils sont beaucoup plus en termes de volume, tu vois. En termes de volume, ils sont beaucoup plus. Nous, on est beaucoup moins et on peut les regarder dans les yeux. Donc, shout out la France. Merci, on est trop fort, incroyable. Je sais pas quoi ajouter de plus. Je savais pas quoi ajouter de plus. Bon, c'était cool. Merci aux gens qui étaient là dans le chat. Merci aux gens qui nous ont écoutés en rediffusion. On a passé 2 heures avec Samy. C'était trop bien. C'était cool. Là, on va s'envoyer une séance de muscu. Bon. Et de saut. Et de saut. Allez, vas-y, nickel. Bon, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Au revoir. Bye. Salut. Ciao. Au revoir.